Un magnat découvre sa gouvernante protégeant sa fille aveugle et est choqué de voir la vérité. Le cri dans le jardin. « Retirez vos mains sales de ma belle-fille, tout de suite, sauvage, lâche-la !» Le cri déchira la quiétude de l'après-midi comme un verre se brisant au sol. Il n'y eut aucun avertissement, aucune discussion préalable qui aurait graduellement monté en intensité. Ce fut une explosion d'hystérie instantanée. Au centre de l'immense jardin arrière, sous un soleil qui semblait narguer la scène de son éclat joyeux, se déroulait une confrontation à glacer le sang. Isabelle, la gouvernante, était à genoux sur la pelouse. Son uniforme bleu, habituellement impeccable, était taché de terre et d'herbe aux genoux, mais elle ne se souciait pas de ses vêtements. Ses bras entouraient avec une force désespérée le petit corps de Léa, la fille aveugle du propriétaire de la maison. Isabelle ne regardait pas la femme qui lui criait dessus. Elle avait le visage enfoui dans les cheveux de la petite, lui murmurant des mots précipités, tentant de créer une barrière sonore avec sa propre voix, afin que la fillette n'entende pas les insultes qui pleuvaient sur elle. Debout face à elle, Éléonore ressemblait à une statue de fureur enveloppée de soie blanche. Son visage, généralement composé de couches de maquillage parfait et de sourires répétés pour les galas de charité, était défiguré par une colère rouge et veinée. Son index, à l'ongle parfaitement manucuré, pointait vers la tête d'Isabelle comme le canon d'une arme chargée. « Tu es une voleuse, une profiteuse », glapit Éléonore, sa voix se brisant en un aigu insupportable. « Je savais que je ne pouvais pas faire confiance à quelqu'un de ta classe. » Léa, âgée d'à peine 7 ans, tremblait violemment. Ses yeux, voilés et sans vue, se déplaçaient frénétiquement d'un côté à l'autre, cherchant un repère dans l'obscurité, mais ne trouvant que la terreur. Ses petites mains serraient la toile bon marché de l'uniforme d'Isabelle, avec une telle force que ses jointures étaient blanches. Elle ne pleurait pas à grands cris. Ses pleurs étaient un gémissement étouffé, le son d'un petit animal acculé qui sait qu'il n'a pas d'échappatoire. « S'il vous plaît, Madame Éléonore, baissez la voix », supplia Isabelle, levant les yeux une seconde. Ses yeux sombres ne montraient aucune peur pour elle-même, mais une panique absolue pour la fillette. « Vous lui faites peur. Regardez comme elle tremble. Nous pouvons en parler, mais pas comme ça. Vous ne me donnez pas d'ordre dans ma future maison. » Rugit Éléonore, faisant un pas menaçant en avant, levant la main comme pour frapper. « N'osez pas me dire comment traiter cet enfant. » Ce fut à cet instant précis que les portes vitrées du manoir s'ouvrirent en grand. Alexandre sortit en courant, le téléphone encore à la main et le revers de son costume déboutonné. Il avait entendu les cris depuis son bureau à 3 pièces de distance. Voir Alexandre, c'était voir un homme qui avait tout à la banque, mais rien dans l'âme. Depuis la mort de sa femme, il était devenu une machine à faire de l'argent, déléguant les affections, engageant des gens pour qu'ils aiment sa fille à sa place. Il s'arrêta net en voyant la scène. Son cerveau mit quelques secondes à traiter l'image. Sa fiancée, la femme élégante qu'il prévoyait d'épouser dans 1 mois, était hors d'elle, hurlant. Et son employée, la femme silencieuse qui lui servait le café, était au sol, protégeant sa fille comme si elles étaient dans une zone de guerre. Que diable se passe-t-il ici? La voix d'Alexandre fut un tonnerre grave qui éclipsa momentanément les piaillements d'Éléonore. Le silence qui s'ensuivit fut bref mais lourd. Isabelle baissa la tête, serrant Léa plus fort contre sa poitrine. Éléonore, en revanche, transforma son visage en une fraction de seconde. La colère rouge se dissipa et fut remplacée par un masque d'angoisse et de victimisation si rapide qu'elle aurait mérité un prix d'actrice. Alexandre avança dans le jardin, ses chaussures de cuir crissant sur l'herbe. Il sentait une pression dans la poitrine. Il détestait les drames, il détestait les problèmes domestiques. Il payait des salaires exorbitants pour avoir la paix, pour rentrer chez lui et trouver silence et ordre, dès le chaos absolu. « Alexandre, Dieu merci, vous êtes là !» s'exclama Éléonore, portant une main à sa poitrine et respirant difficilement, feignant une crise de nerfs. « Cette femme est un monstre. » Alexandre regarda Isabelle. La gouvernante ne se leva pas. Elle continuait d'enlacer la fillette. Léa avait caché son visage dans le cou d'Isabelle en entendant la voix de son père. Ce fut comme une gifle pour Alexandre. Sa propre fille cherchait refuge auprès de l'employé, pas auprès de lui. « Papa », gémit Léa, sa voix à peine un filet. « J'exige une explication maintenant », dit Alexandre en regardant alternativement les 2 femmes. Son ton était celui qu'il utilisait lors des réunions de conseil, froid, impatient et attendant une obéissance immédiate. Éléonore courut vers lui et s'accrocha à son bras, ses ongles s'enfonçant dans le tissu de son costume. « Je l'ai trouvé, Alexandre. Je l'ai trouvé les mains dans le sac », dit Éléonore sanglotant sans larmes. « Je suis venu au jardin pour apporter un jus à Léa, essayant d'être une bonne mère pour elle.
Et j'ai vu cette femme la malmener, lui crier dessus, parce que la petite a renversé un peu d'eau. Et ce n'est pas tout. Éléonore fit une pause dramatique, s'assurant d'avoir toute l'attention d'Alexandre. Quand je lui ai crié de la lâcher, j'ai vu qu'elle rangeait quelque chose dans la poche de son tablier. C'est ma broche d'émeraude, Alexandre, celle que vous m'avez offerte pour nos fiançailles. Elle malmenait votre fille et nous volait en même temps. Alexandre sentit le sang lui monter à la tête. Il regarda Isabelle avec un mélange d'incrédulité et de profonde déception. Il lui avait fait confiance. Il lui avait ouvert les portes de sa maison, et c'est ainsi qu'elle le payait, en volant et en blessant la seule chose qui lui restait de sa défunte épouse. Isabelle leva les yeux. Ses yeux étaient remplis de larmes, mais elle ne dit rien. Elle savait que toute parole de sa part serait écrasée par l'éloquence de la maîtresse de maison. Elle secoua seulement la tête, un mouvement presque imperceptible, et embrassa de nouveau le front de Léa, qui tremblait toujours comme une feuille au vent. « Est-ce vrai ?» demanda Alexandre, sa voix s'abaissant à un ton dangereux. « Isabelle, avez-vous la broche de ma fiancée ?» Isabelle ouvrit la bouche pour parler, mais Léa s'accrocha plus fort à elle et laissa échapper un sanglot déchirant. La priorité d'Isabelle changea instantanément. Il ne s'agissait pas de se défendre, mais de calmer la fillette. « Chut, ma vie, calme-toi, respire avec moi. »« 1, 2, » murmura Isabelle, ignorant la question du magnat. Cet acte de l'ignorer fut ce qui alluma la mèche finale dans l'orgueil d'Alexandre, le faux jugement. L'absence de réponse immédiate d'Isabelle fut interprétée par Alexandre comme un aveu de culpabilité. Dans son monde des affaires, qui ne dit mot consent, qui ne se défend pas avec agressivité, c'est parce qu'il n'a pas d'argument. Il ne comprenait pas le langage du sacrifice. Il ne comprenait pas qu'on ravale parfois son orgueil pour ne pas effrayer un être sans défense. Éléonore, percevant le doute dans les yeux d'Alexandre, attaqua avec plus de force, profitant du silence de l'employé. « Regardez-la, elle n'a même pas la décence de le nier », cracha Éléonore avec mépris, tournant autour d'Isabelle comme un prédateur. Elle profite du fait que Léa est aveugle. Alexandre réfléchissait. La petite ne peut pas voir ce qu'elle fait. Elle nous vole sûrement petit à petit depuis des mois. Et qui sait quelles horreurs elle fait à la petite quand nous ne sommes pas là. C'est la faute de cette femme si Léa est si renfermée, si elle est toujours effrayée. Les mots d'Éléonore étaient du poison pur, conçus méticuleusement pour toucher les points faibles d'Alexandre. Sa culpabilité d'être un père absent et sa peur que quelqu'un blesse sa fille handicapée. Alexandre sentit une nausée soudaine. L'image d'Isabelle maltraitant sa fille aveugle s'installa dans son esprit. Il se rappela toutes les fois où il était rentré tard du travail, toutes les fois où il avait voyagé et laissé Léa aux soins de cette femme. Il avait laissé sa fille entre les mains d'un bourreau. « Levez-vous » ordonna Alexandre. Sa voix n'avait plus de doute, seulement une froideur coupante. Isabelle obéit lentement. Elle dut décoller doucement les petits bras de Léa de son cou. « Non, Isabelle, ne me quitte pas » pleurait la fillette, tâtant l'air avec désespoir. « Je suis là, mon ciel. Je suis juste ici. Je vais juste me lever » assura Isabelle, avec une douceur qui contrastait violemment avec la tension de l'ambiance. Une fois debout, Isabelle semblait petite devant la silhouette imposante d'Alexandre et l'arrogance d'Éléonore. Elle lissa son tablier de main tremblante. « Monsieur Alexandre, » dit Isabelle, gardant la voix ferme, bien qu'elle s'écroulât à l'intérieur. « Je n'ai rien volé et jamais, écoutez-moi bien, jamais je ne lèverai la main sur mademoiselle Léa avec de mauvaises intentions. Elle est comme une fille pour moi. »« Quel culot !» interrompit Éléonore, laissant échapper un rire incrédule et moqueur. « Comme une fille ? S'il vous plaît, vous êtes la gouvernante. Nous vous payons pour nettoyer et donner à manger, pas pour jouer à la maman. Et concernant le vol, Alexandre, vérifiez sa poche tout de suite. » Alexandre regarda la poche avant du tablier d'Isabelle. On voyait une petite bosse. Son cœur battait fort. Il voulait que ce soit un mensonge. Il voulait qu'Isabelle sorte un mouchoir, un jouet, n'importe quoi d'autre que ce bijou. « Sortez ce que vous avez dans la poche » exigea Alexandre. Isabelle ferma les yeux un instant, priant pour la patience, mit la main dans sa poche et de mouvement lent sortit l'objet. Le soleil de l'après-midi fit briller les émeraudes et les diamants. Là était la broche. Éléonore laissa échapper un cri de triomphe déguisé en horreur. « Vous voyez, je vous l'ai dit » glapit-elle, arrachant le bijou des mains d'Isabelle. Elle allait le prendre. Elle attendait sûrement son jour de congé pour le vendre dans n'importe quel prêteur sur gage minable. Alexandre sentit un vide dans son estomac. La preuve physique était irréfutable. Elle était là, dans sa main. Tout ce qu'Isabelle avait construit en 2 ans de service, la confiance, le respect, s'effondra en une seconde.
Il ne s'arrêta pas pour demander pourquoi la broche était là. Il ne se demanda pas si quelqu'un l'avait mise. Il n'analysa pas la logique qu'une voleuse experte ne garderait pas le butin dans sa poche avant en discutant avec les propriétaires de la maison. La colère l'aveugla. « Avez-vous quelque chose à dire ?» demanda Alexandre déçu. Isabelle regarda Éléonore, vit le sourire triomphant à peine dissimulé au coin de ses lèvres. Isabelle connaissait la vérité. Éléonore lui avait demandé de tenir la broche quelques minutes auparavant, sous prétexte que le fermoir était lâche, juste avant de commencer à crier. Ce fut un piège grossier et cruel. Mais si Isabelle accusait la fiancée du patron maintenant sans preuve, elle ne semblerait qu'une menteuse désespérée. Et le pire, si elle commençait une guerre de cris maintenant, Léa souffrirait davantage. La fillette était déjà au sol, se balançant elle-même, se bouchant les oreilles. « Vous ne croiriez pas ma version, monsieur ?» dit Isabelle avec une tristesse infinie. « Vous avez déjà décidé qui croire. Je vous demande seulement, s'il vous plaît, regardez votre fille. Elle sait qu'il aime. Assez de théâtre, » coupa Alexandre, incapable de gérer la culpabilité que lui provoquait le regard digne de l'employé. « Vous êtes renvoyé. Je veux que vous ramassiez vos affaires et que vous partiez de ma maison immédiatement. Vous avez 10 minutes avant que j'appelle la police pour vol. Considérez que ne pas le faire est mon dernier acte de charité envers vous. Alexandre, vous devriez appeler la police tout de suite, » insista Éléonore. « C'est une criminelle. »« J'ai dit qu'elle s'en allait, » cria Alexandre, perdant son calme. « Hors de ma vue !» Isabelle acquiesça lentement. Elle ravala les larmes d'impuissance qui brûlaient sa gorge. Elle se tourna vers Léa, qui était toujours sur la pelouse, étrangère à la décision finale, mais consciente de l'hostilité. Isabelle se pencha une dernière fois, ignorant le regard d'assassin d'Éléonore. « Ma petite courageuse !» murmura-t-elle près de l'oreille de Léa. « Je vais devoir partir un moment, mais tu es forte. Souviens-toi de ce que nous avons pratiqué. Tu es forte. Non, Isabelle, ne pars pas !» cria Léa, lançant ses mains pour l'attraper. Mais Isabelle s'était déjà éloignée. Alexandre observa la femme marcher vers l'entrée de service, la tête haute, malgré l'humiliation. Puis il regarda sa fille, qui pleurait inconsolablement dans le jardin parfait, et finalement, il regarda Éléonore, qui replaçait déjà la broche sur sa blouse avec un calme effrayant, comme si rien ne s'était passé. « C'est mieux ainsi, mon amour, » dit Éléonore, s'approchant d'Alexandre et lui caressant le bras. « Vous verrez que nous trouverons bientôt quelqu'un de professionnel, quelqu'un qui saura rester à sa place. Cette femme était une mauvaise influence. Léa sera mieux sans elle. » Alexandre acquiesça machinalement, mais un goût amer inonda sa bouche. Quelque chose ne collait pas. La dignité dans les yeux d'Isabelle ne correspondait pas à la bassesse du vol, et la terreur dans les cris de sa fille ne ressemblait pas à celle d'une enfant libérée d'un tortionnaire, mais à celle d'une enfant qui perd son unique bouclier. « Occupez-vous de faire rentrer Léa dans la maison, » dit Alexandre sèchement, se dégageant de l'emprise d'Éléonore. « Je dois passer un appel. » Tandis qu'il s'éloignait, Alexandre ne pouvait s'empêcher d'entendre les pleurs de sa fille. Il ne savait pas que ces pleurs n'étaient pas pour le départ d'Isabelle, mais pour la peur de rester seul avec la femme qui souriait maintenant victorieusement au milieu du jardin. Le magnat croyait avoir rendu justice, mais il venait de laisser sa fille à la merci du véritable danger, l'humiliation publique. L'ordre d'Alexandre avait été clair, mais pour Éléonore le licenciement ne suffisait pas. Elle avait besoin de la destruction totale. Elle devait s'assurer qu'Isabelle ne perde pas seulement son emploi, mais qu'elle perde toute trace de dignité humaine avant de franchir le portail de sortie. Elle voulait l'effacer à jamais de la carte émotionnelle de la famille. Tandis qu'Alexandre s'éloignait vers son bureau, le téléphone collé à l'oreille, cherchant refuge dans ses affaires pour ne pas affronter le désastre domestique, Éléonore resta dans le jardin. Sa posture se détendit, perdant la rigidité de la victime effrayée et adoptant l'aisance de celle qui vient de gagner une guerre sans tirer une seule vraie balle. Isabelle était toujours debout, s'essuyant les mains sur son tablier taché. Elle ne regardait pas Éléonore. Ses yeux étaient fixés sur la petite Léa, qui était restée assise sur la pelouse, la tête entre les genoux, se balançant rythmiquement. Le « ne pars pas » de la fillette s'était transformé en un bourdonnement constant, un mantra de terreur qui brisait le cœur. « Qu'attendez-vous » La voix d'Éléonore coupa l'air. Elle ne criait plus. Elle utilisait maintenant un ton bas, venimeux et chargé de mépris. « Vous attendez qu'il revienne et change d'avis ? Ne soyez pas naïve. Alexandre fait toujours ce que je dis. Je veux juste dire au revoir à la petite madame, » répondit Isabelle d'une voix rauque. Elle fit un pas vers Léa, mais Éléonore s'interposa sur son chemin avec une rapidité féline. « N'y pensez même pas !» siffla Éléonore, poussant Isabelle par l'épaule. Le contact physique fut léger,
mais chargée d'une violence symbolique brutale. Vous n'allez pas la toucher. Vous n'allez plus lui empoisonner l'esprit avec vos histoires de pauvres victimes. Vous avez déjà fait assez de mal en la rendant dépendante de vous. Vous l'avez rendue inutile pour assurer votre salaire, n'est-ce pas? Isabelle serra les poings le long de son corps. L'accusation était si vile qu'elle lui brûlait le sang, mais elle savait que toute réaction agressive ne ferait que confirmer les mensonges d'Éléonore. Elle n'est pas inutile. C'est une enfant brillante qui a besoin d'amour, pas qu'on la traite comme un meuble cassé, dit Isabelle, soutenant le regard de la femme riche. Éléonore laissa échapper un rire sec, sans humour. Amour? Vous croyez que ce que vous lui donnez est de l'amour? Vous êtes une gouvernante, Isabelle. Vous êtes remplaçable. Demain, il y aura une autre femme en uniforme bleu pour lui essuyer la bouche et l'emmener aux toilettes. Et dans une semaine, cette morveuse ne se souviendra même plus de votre nom. C'est ainsi que fonctionne le monde des gens comme nous. Et les gens comme vous, eh bien, vous ne faites que passer, vous êtes des fantômes. À ce moment-là, d'autres employés de la maison commencèrent à apparaître aux fenêtres et à la porte de service. Le jardinier, la cuisinière et le chauffeur observaient la scène avec un mélange de peur et de curiosité. Personne n'osait intervenir. Le pouvoir d'Éléonore dans la maison était absolu, et tous craignaient pour leurs propres emplois. Éléonore, remarquant l'auditoire, décida de monter les enchères. Elle voulait un spectacle. « Attention tout le monde !» cria Éléonore en se tournant vers le personnel. « Je veux que vous regardiez bien cette femme. Nous l'avons surprise en train de voler. Elle a trahi la confiance de M. Alexandre. Que cela vous serve de leçon. Ici, nous ne tolérons pas les rats. » Isabelle sentit la honte lui monter du cou jusqu'aux oreilles. C'étaient ses collègues, des gens avec qui elle avait partagé des cafés et des confidences. Maintenant, il la regardait avec doute. La calomnie, dite avec tant de certitude par une femme de la haute société, avait un poids dévastateur. « Ce n'est pas vrai », murmura Isabelle. Mais sa voix se perdit dans le vent. Léa, guidée par le son de la voix d'Éléonore, se leva en titubant. Elle étendit ses bras cherchant le vide. « Isabelle, elle est bonne !» cria la fillette, tournant la tête d'un côté à l'autre, désorientée par la cécité. « Elle n'a rien volé. Vous m'avez donné la broche, Éléonore. Je vous ai entendu. » Le silence qui s'ensuivit fut sépulcral. Les employés retinrent leur souffle. La petite fille aveugle venait de lancer une vérité comme une bombe. Éléonore pâlit un micro-instant, mais sa méchanceté était rapide et adaptative. Elle marcha vers Léa et la saisit par le bras avec force, la secouant. « Tais-toi, petite stupide !» lui cria-t-elle au visage. « Tu es confuse. Cette femme t'a lavé le cerveau. Comment peux-tu savoir ce qui se passe si tu ne peux même pas voir ce que tu as devant le nez? Lâchez-la !» Le cri d'Isabelle fut instinctif. Elle se précipita en avant pour séparer Éléonore de la fillette, oubliant les hiérarchies, oubliant le licenciement. Elle ne vit que les ongles de la belle-mère s'enfonçant dans la peau douce de Léa. Mais avant qu'elle ne puisse arriver, 2 gardes de sécurité privés de la résidence apparurent, alertés par le scandale. « Sortez-la d'ici !» ordonna Éléonore en désignant Isabelle. « Elle a essayé de m'attaquer. Vous avez vu comment elle s'est jetée sur moi. C'est une sauvage dangereuse !» Les gardes, des hommes grands et obéissants qui ne connaissaient pas la dynamique interne de la maison, agirent immédiatement. L'un d'eux saisit Isabelle par les bras, l'immobilisant avec une prise douloureuse. « Non, laissez-moi, je veux juste qu'elle la lâche !» criait Isabelle, luttant inutilement tandis qu'on l'éloignait de la fillette. Léa, entendant la lutte, paniqua complètement. Elle commença à crier, un son aigu et déchirant qui venait du plus profond de sa gorge. Elle se jeta au sol en donnant des coups de pied, frappant l'herbe avec ses poings. « Papa, papa, aide !» appelait Léa entre 2 sanglots. Mais Alexandre restait enfermé dans son bureau insonorisé, étranger à la violence qui régnait dans son jardin. Éléonore regarda Isabelle se faire traîner et sourit. Puis elle regarda les autres employés avec froideur. « Quelqu'un d'autre veut-il défendre la voleuse ?» demanda-t-elle d'un ton défiant. Personne ne bougea. La peur paralyse plus que toute chaîne. « Bien !» dit Éléonore en lissant sa blouse de soie. « Je veux que vous surveilliez qu'elle sorte ses vieux chiffons de sa chambre, qu'elle n'emporte pas la moindre épingle appartenant à cette famille. Vérifiez ses sacs, vérifiez ses poches, vérifiez même ses chaussures si nécessaire. Je veux qu'elle parte avec ce qu'elle a sur le dos, qu'elle ressente ce que c'est de n'avoir rien. » Isabelle, les yeux remplis de larmes, cessa de se débattre. Elle comprit que la bataille physique était perdue. Elle regarda Léa une dernière fois au loin, une petite tache rose pleurant dans l'immense jardin vert, seule, complètement seule. Cette image, celle de l'enfant abandonné à son sort, la blessa plus que l'humiliation publique, plus que l'accusation de vol,
plus que la force brute des gardes. « Résiste, mon amour, résiste », murmura Isabelle pour elle-même, tandis qu'on la poussait vers la maison de service pour ramasser ses quelques affaires sous le regard vigilant et moqueur de son bourreau. La sentence injuste. 15 minutes plus tard, la scène se déplaça vers l'entrée principale du manoir. Alexandre était finalement sorti de son bureau, attiré non par le bruit, mais par le silence soudain qui était tombé sur la maison. Un silence tendu et antinaturel. Dans le hall de marbre, Isabelle était debout à côté d'une vieille valise usée, avec un sac en plastique à la main où elle transportait les choses qui n'avaient pas trouvé place dans ses bagages. À ses côtés, les gardes de sécurité attendaient l'ordre final de l'escorter jusqu'à la rue. Éléonore était postée dans l'escalier, observant tout de haut, comme une reine contemplant une exécution. Alexandre descendit les dernières marches en ajustant sa cravate. Il se sentait mal à l'aise. L'image d'Isabelle, vaincue, mais la tête haute, lui causait une pointe de culpabilité qu'il essayait de rationaliser. « C'est une voleuse », se répétait-il mentalement. « C'est pour la sécurité de Léa. Voici votre indemnité », dit Alexandre tendant une enveloppe blanche vers Isabelle. Il avait mis plus d'argent que ce qui était dû légalement. C'était sa façon d'acheter sa propre tranquillité, de laver sa conscience avec des billets. « C'est pour vos années de service. Prenez-le et partez. » Isabelle regarda l'enveloppe. Elle pouvait en voir l'épaisseur. Cet argent lui aurait servi à vivre des mois, à aider sa famille malade au village, mais le prendre aurait été comme accepter un pot de vin pour son silence. Lentement, Isabelle leva la main. Alexandre pensa qu'elle allait prendre l'enveloppe, mais elle, d'un mouvement doux, repoussa sa main. « Je ne veux pas de votre argent, monsieur Alexandre », dit Isabelle d'une voix ferme, résonnant dans le hall au haut plafond. « Mon travail ici ne se payait pas avec de l'argent. Il se payait avec le sourire de votre fille, la seule lumière dans cette maison si sombre. Gardez vos billets. Utilisez-les pour acheter quelqu'un qui supportera les mensonges de votre fiancé, car l'amour ne s'achète pas. » Alexandre resta figé, l'enveloppe suspendue en l'air. Personne ne lui avait jamais refusé d'argent, et personne ne lui avait parlé avec une telle vérité brutale. « Quelle insolence !» cria Éléonore depuis l'escalier. « En plus d'être une voleuse, elle est fière. Chassez-la, Alexandre. » À ce moment-là, on entendit un bruit sourd, et le son métallique d'une canne heurtant le sol. Léa apparut dans le couloir, qui menait au jardin. Elle marchait seule, trébuchant sur les meubles, les cheveux en bataille, et le visage gonflé d'avoir tant pleuré. Elle avait réussi à échapper à la surveillance de la cuisinière. « Isabelle !» cria la fillette en tendant les mains. « J'entends ta voix. Ne pars pas !» Alexandre regarda sa fille. Elle était pieds nus, vulnérable, un petit désastre émotionnel. Son instinct paternel s'activa un instant. « Léa, retourne dans ta chambre !» dit Alexandre essayant de paraître autoritaire. Mais sa voix hésita. « Non !» Léa avança, heurtant sa hanche contre une table d'appoint, mais sans s'arrêter. « Papa, s'il te plaît, ne la renvoie pas. Elle est mes yeux. Elle me protège des monstres. Éléonore est méchante. Éléonore me pince. » Alexandre regarda Éléonore. La femme descendit les escaliers avec une expression de tristesse théâtrale. « Oh, Alexandre, regardez ce que cette femme a fait, » dit Éléonore en secouant la tête. « Elle a tellement manipulé la pauvre petite qu'elle invente maintenant des choses horribles sur moi. C'est un cas classique d'aliénation parentale. Léa est malade, Alexandre. Son esprit est aussi fragile que ses yeux. Elle a besoin de discipline et de structure. Pas d'une gouvernante qui lui remplit la tête de fantasmes et de peurs. » Alexandre regarda Isabelle, puis Éléonore, et finalement sa fille qui s'accrochait à la jambe de la gouvernante comme un naufragé à une planche. Le conflit interne était évident. Une partie de lui savait que Léa ne mentait pas. Les enfants ne mentent pas ainsi. Mais admettre cela signifiait admettre qu'il avait fait entrer une abuseuse dans son lit et dans sa vie. Cela signifiait admettre qu'il était un échec en tant que père et en tant qu'homme. Et Alexandre était trop fier pour accepter cet échec. Il était plus facile de croire le mensonge confortable que la vérité douloureuse. Il décida de fermer les yeux sur la réalité une fois de plus. « Séparez-les », ordonna Alexandre d'une voix éteinte. « Non, papa », glapit Léa, tandis qu'un des gardes la soulevait dans ses bras pour l'éloigner d'Isabelle. Isabelle ne lutta pas cette fois. Elle savait que la violence ne ferait qu'effrayer davantage la fillette. Elle se baissa rapidement, avant qu'on ne l'éloigne complètement, et embrassa la petite main de Léa, qui se tendait vers elle. « Je t'aime, ma vie. Sois courageuse. N'oublie pas que tu es forte. Ne laisse pas éteindre ta lumière, » murmura Isabelle avec urgence. « Sortez-la, » rugit Alexandre, incapable de supporter la scène une seconde de plus. La douleur dans la poitrine était insupportable,
mais son orgueil était une armure lourde. Les gardes poussèrent Isabelle vers la porte principale. Le lourd portail de chêne s'ouvrit. Le soleil de l'après-midi dehors contrastait avec l'air conditionné froid de l'intérieur. Isabelle fit un pas vers le seuil, s'arrêta et tourna la tête pour regarder Alexandre une dernière fois. Il n'y avait pas de haine dans son regard, seulement une peine profonde, une immense pitié pour l'homme riche qui était si pauvre d'esprit. « Attention, monsieur Alexandre !» dit Isabelle, et sa voix résonna comme une prophétie. « La cécité de votre fille est physique et se guérit dans le cœur, mais votre cécité est celle de l'âme, et c'est celle qui va détruire cette famille si vous n'ouvrez pas les yeux bientôt. »« Dehors !» cria Éléonore, laissant échapper un rire nerveux. Le portail se referma d'un coup sec, définitif, comme le marteau d'un juge prononçant une sentence. À l'intérieur de la maison, le bruit de la fermeture résonna sur les murs. Léa laissa échapper un hurlement de douleur pure, un son qui ne semblait pas humain, puis resta silencieuse, flasque dans les bras du garde, comme si son esprit était sorti par la porte avec Isabelle. Alexandre resta immobile, fixant le bois sculpté de la porte fermée. L'enveloppe d'argent était toujours dans sa main, froissée. Il se sentait sale. Il regarda Éléonore, qui soupirait de soulagement et se recoiffait. « Enfin la paix », dit Éléonore en souriant. « Maintenant, nous pourrons repartir de zéro, mon amour. Je chercherai un excellent internat pour Léa, un endroit où elle apprendra à se comporter, ce sera le mieux pour tous. » Le mot « internat » frappa Alexandre, mais il ne dit rien. Il était paralysé. Il venait de commettre la plus grande erreur de sa vie, et au fond de son estomac, une voix sombre lui murmurait qu'il était déjà trop tard pour la réparer. Mais le destin, capricieux et cruel, était sur le point de lui prouver que le cauchemar ne faisait que commencer. La sentence avait été prononcée, mais le vrai jugement, le jugement divin, était sur le point d'arriver. Le point de rupture. Le bruit du portail de chêne se refermant ne marqua pas la fin du conflit, mais le début de la véritable catastrophe. À l'instant précis où le bois scella l'entrée, laissant Isabelle dehors, le corps de la petite Léa, qui pendait flasque dans les bras du garde de sécurité, commença à convulser. Ce ne fut pas un mouvement subtil, ce fut un choc violent, électrique, terrifiant. Les yeux de la fillette se révulsèrent, et un filet d'écume commença à sortir de ses lèvres. Le stress extrême, la panique et la douleur de la séparation avaient fait s'effondrer son petit système nerveux. « Monsieur, la petite !» cria le garde, un homme robuste, entraîné à maîtriser les intrus, mais complètement inutile face à la fragilité d'une enfant malade. Son visage reflétait la terreur pure de celui qui tient une vie qui s'échappe entre ses doigts. Alexandre, qui était encore en train de digérer le départ d'Isabelle, se tourna en entendant le cri. En voyant sa fille convulsée, le monde s'arrêta. Le temps s'étira d'une manière douloureuse. Tout son argent, toutes ses entreprises, tout son pouvoir s'effondrèrent en une seconde. Il ne savait pas quoi faire. Il resta paralysé, les mains tremblantes en l'air, incapable de la toucher de peur de la briser davantage. « Faites quelque chose !» rugit Alexandre, la voix brisée par le désespoir. « Appelez une ambulance, Éléonore, aidez-la !» Éléonore, qui quelques secondes auparavant souriait de soulagement, fit un bond en arrière avec une grimace de répulsion instinctive. Elle ne s'approcha pas de la fillette. Au contraire, elle protégea sa blouse de soie blanche comme si la fillette était une source de contagion. « Quelle horreur !» glapit Éléonore en se couvrant la bouche. « Mettez-la par terre. Ne salissez pas mon tapis. Que quelqu'un apporte un chiffon. » La réaction d'Éléonore fut si froide, si dénuée d'instinct maternel, qu'elle frappa Alexandre comme un coup de marteau dans la conscience. Mais la panique ne lui laissa pas le temps de la traiter. Le garde, maladroit et effrayé, tentait de déposer la fillette sur le froid sol de marbre. « Ne la blessez pas !» cria Alexandre en s'agenouillant à côté de sa fille, ne sachant s'il devait lui tenir la langue, l'embrasser ou courir. Il se sentait l'homme le plus impuissant du monde. Ce fut alors que des coups retentirent à la porte principale. Ce n'étaient pas des coups de quelqu'un demandant à entrer, c'étaient des coups de quelqu'un abattant une barrière. « Ouvrez la porte !» Le cri d'Isabelle de l'extérieur se filtra à travers le bois massif. « Je sais ce qu'elle a. Laissez-moi entrer ou elle va s'étouffer. » Isabelle n'était pas partie. En entendant le silence soudain suivi des cris de panique, son instinct de mère, car c'était cela, une mère sans lien de sang, l'avait clouée sur le seuil. Elle savait que Léa souffrait de graves crises nerveuses. Elle savait exactement quoi faire. Alexandre regarda sa fille violacée par le manque d'air. Puis il regarda Éléonore, qui était restée à distance, criant des ordres inutiles aux domestiques, et finalement il regarda la porte. « Ouvrez !» ordonna Alexandre à l'autre garde. « Laissez-la entrer tout de suite. » Le garde ouvrit le portail.
et Isabelle entra comme un ouragan bleu. Elle ne regarda pas Alexandre, elle ne regarda pas Éléonore. Peu lui importait son renvoi, ni l'humiliation d'il y a 5 minutes. Elle se jeta au sol, glissant sur le marbre jusqu'à Léa. « Lâchez-la, laissez-moi de l'espace !» ordonna Isabelle avec une autorité qu'Alexandre n'avait jamais vue en elle. Avec des mouvements précis et aimants, Isabelle plaça la fillette sur le côté, libéra les voies respiratoires et commença à masser des points spécifiques sur le cou et les mains de la petite, lui murmurant à l'oreille avec cette voix qui était la seule encre de Léa dans le monde. « Je suis là, mon amour. Maman Isabelle est là. Respire, suis ma voix, c'est ça, relâche l'air. » Lentement, comme par magie, les convulsions cessèrent. La couleur revint aux joues de Léa. Sa respiration se stabilisa, bien qu'elle restât inconsciente, épuisée par l'effort. La pièce sombra dans un silence sépulcral. On n'entendait que la respiration haletante d'Alexandre et les pleurs silencieux d'Isabelle, tandis qu'elle caressait les cheveux moites de la fillette. Éléonore rompit le silence, incapable de lire l'atmosphère. « Bon, le drame est passé », dit-elle en lissant sa jupe et en retrouvant sa posture hautaine. « Maintenant qu'elle a fait son travail d'infirmière, qu'elle reparte. Vous ne voudriez pas qu'elle reste après ce qu'elle a volé, n'est-ce pas, Alexandre? Dites-lui de partir. » Isabelle s'arrêta. Sa main, qui caressait le bras de la fillette, se figea. Quelque chose changea dans son regard. Il n'y avait plus de peur, plus de soumission. La gouvernante se leva lentement du sol, laissant Léa en sécurité et endormie sur le tapis. Elle se tourna vers Alexandre. Sa posture avait changé. Ses épaules n'étaient plus tombantes. Elle était droite, vibrant d'une fureur juste qui remplissait la pièce. « Je partirai, monsieur, » dit Isabelle, et sa voix était de l'acier froid. « Je partirai, parce que vous êtes le propriétaire de cette maison, des briques et des meubles coûteux. Mais je ne partirai pas sans que vous voyiez pourquoi votre fille a ces crises. Je ne partirai pas sans que vous connaissiez la vérité que vous ignorez depuis des mois, trop occupés à faire de l'argent. Taisez-vous, sécurité, sortez là, » cria Éléonore, faisant un pas en avant, remarquant le danger dans les yeux de l'employé. « Personne ne me touche », rugit Isabelle avec une telle force que les gardes reculèrent. « Vous allez regarder, monsieur Alexandre. Vous allez regarder ce que votre parfaite fiancée fait quand vous n'êtes pas là. » Avant que quiconque ne puisse l'arrêter, Isabelle se pencha de nouveau vers la fillette endormie. Avec une délicatesse extrême, mais une détermination ferme, elle prit la manche de la robe rose pastel de Léa. « Non? Que faites-vous? Laissez la petite !» Éléonore se précipita pour l'arrêter, mais Alexandre l'intercepta en tendant un bras pour lui bloquer le passage. Sa curiosité et une terreur naissante lui disaient qu'il devait voir. Isabelle remonta la manche de la robe jusqu'à l'épaule. Un cri étouffé s'échappa de la gorge d'Alexandre. Ce n'était pas la peau douce d'une enfant qu'il vit. Le bras de Léa était une carte de douleur. Il y avait des contusions de toutes les couleurs, violet foncé, jaune vieilli, verdâtre en cours de guérison. Mais le plus effrayant n'était pas les couleurs, mais les formes. Il y avait des marques claires de doigts serrant la chair molle. Il y avait des marques de pincements tordus. Il y avait de petites brûlures circulaires qui semblaient faites avec la pointe d'un fer à friser chaud. « Regardez bien, monsieur », dit Isabelle, désignant une ecchymose fraîche en forme de pouce sur l'avant-bras. « Celle-ci, elle l'a faite aujourd'hui dans le jardin avant que vous n'arriviez parce que la petite a renversé l'eau. Regardez celle-ci !» Isabelle souleva un peu le bas de la robe sur la jambe. « Celle-ci date de la semaine dernière parce que la petite ne trouvait pas les toilettes à temps. » Alexandre sentit ses jambes flancher. Il tomba à genoux à côté de sa fille. Le monde tournait. « Regardez-la !» insista Isabelle, pleurant maintenant, mais de rage. « Je ne volais pas votre broche, monsieur. Je ramassais de l'argent et je cachais le peu que j'avais pour acheter des billets et emmener la petite loin d'ici, loin d'elle, parce que je savais que vous ne me croiriez pas, parce que je savais que vous êtes aveuglé par l'amour de cette femme. Je ne volais pas de bijoux, j'essayais de voler la petite à la mort. » La révélation tomba sur la pièce comme une dalle de béton. Le vol n'était pas de la cupidité, c'était une tentative désespérée de sauvetage. La maltraitance ne venait pas de la gouvernante, mais de la future épouse. La vérité douloureuse. Alexandre tendit une main tremblante et effleura l'une des ecchymoses sur le bras de sa fille. La peau était chaude, même endormie. Léa fit une grimace de douleur au contact doux, un réflexe conditionné par des mois de souffrance silencieuse. Ce petit geste involontaire de sa fille brisa le cœur d'Alexandre en 1000 morceaux irréparables. Il leva les yeux. Ses yeux étaient rouges, injectés de sang et de larmes contenues. Il ne regarda pas Isabelle. Il regarda Éléonore. La femme élégante était pâle, recroquevillée contre la rampe de l'escalier.
Son masque de perfection fondait sous la chaleur de la preuve irréfutable. Il n'y avait plus d'endroit où se cacher. Les marques sur la peau de la petite étaient une accusation écrite avec du sang et de la douleur. « Expliquez-moi » murmura Alexandre. Sa voix était à peine audible, un grognement bas qui venait d'un endroit animal et dangereux en lui. « Expliquez-moi pourquoi ma fille a vos mains marquées sur sa peau. » Éléonore tenta de rire, mais il en sortit un son hystérique, aigu et brisé. « Alexandre, s'il vous plaît, ne soyez pas ridicule, » balbutia-t-elle, agitant nerveusement les mains. « Vous savez comment est Léa. Elle est aveugle, elle se heurte à tout, elle est maladroite, elle tombe du lit, elle se cogne aux portes. Ses ecchymoses proviennent de ses chutes. Cette femme vous manipule. Elle a peint la petite ou quelque chose comme ça. Elle se cogne aux meubles ?» interrompit Isabelle, sa voix chargée d'un mépris infini. « Les meubles ont-ils des empreintes digitales, madame? Les portes pincent-elles l'intérieur des bras là où personne ne se cogne en tombant ?» Isabelle prit le bras de Léa et le tourna doucement pour montrer la partie interne, la peau tendre du biceps. Là, claire comme le jour, se trouvaient les marques d'ongles en forme de croissant, de petites cicatrices de quelqu'un qui enfonce ses ongles avec acharnement pour causer de la douleur sans laisser de marques visibles à l'œil nu. « Ce n'est pas un accident », dit Isabelle en regardant Alexandre dans les yeux. « C'est de la torture systématique, quotidienne. Chaque fois que vous voyagez, chaque fois que vous rentrez tard. La petite vit un enfer, monsieur. Elle ne pleure pas parce que vous partez. Elle pleure parce qu'elle reste seule avec. » Alexandre se leva. La transformation de son visage était terrifiante. La tristesse fit place à une clarté brutale. Soudain, toutes les pièces du puzzle s'emboîtèrent. Le comportement renfermé de Léa, son manque d'appétit, sa peur des bruits forts, l'insistance d'Éléonore à l'envoyer dans un internat spécialisé. Elle ne voulait pas l'éduquer, elle voulait se débarrasser de la preuve. Elle voulait effacer le problème pour profiter de l'argent sans fardeau. « Vous avez dit que vous l'aimiez comme une fille », dit Alexandre avançant vers Éléonore pas à pas, lentement, comme un prédateur acculant sa proie. Éléonore recula jusqu'à heurter le mur. « Lestel, j'ai essayé !» cria Éléonore perdant son calme, laissant éclater sa vraie nature. « Mais c'est impossible. C'est un fardeau, Alexandre, regardez-la. Elle est inutile. Elle casse tout, salit tout, a toujours besoin d'aide. Vous n'avez pas à vous en occuper toute la journée. Vous allez à votre bureau de luxe. C'est moi qui dois supporter ses baves et ses yeux morts me regardant. » Le silence qui suivit ces mots fut assourdissant. Éléonore se couvrit la bouche des mains en réalisant ce qu'elle venait de confesser. Dans son désespoir, elle avait dit la vérité. Elle avait révélé la haine profonde qu'elle ressentait pour l'enfant. Alexandre s'arrêta à un demi-mètre d'elle. Il pouvait sentir son parfum cher, ce même parfum qui lui avait autrefois semblé enivrant et qui lui soulevait maintenant l'estomac. « Mes yeux morts », répéta Alexandre, sentant une douleur aiguë dans la poitrine. « C'est ainsi que vous la voyez, comme une chose brisée. »« Alexandre, comprenez », supplia Éléonore, tentant de le toucher. « Je l'ai fait pour nous, pour que nous ayons une vie normale. Cet enfant nous empêche d'être heureux. Elle doit être dans un endroit avec des gens comme elle, loin des gens décents. Je protégeais notre avenir. Des gens décents ?» Alexandre laissa échapper un rire amer qui n'atteignit pas ses yeux. « La seule personne décente dans cette maison vient d'être traînée par mes gardes et accusée de voleuse alors qu'elle sauvait la vie de ma fille. » Alexandre se tourna brusquement, tournant le dos à Éléonore, incapable de la regarder une seconde de plus sans perdre le contrôle physique. Il se retourna vers Isabelle, qui était toujours agenouillée au sol, veillant sur le sommeil de Léa comme une lionne blessée. Le magnat regarda la gouvernante. Il la regarda vraiment pour la première fois depuis des années. Il ne vit pas l'uniforme taché, ni les cheveux en désordre, ni les mains calleuses. Il vit la dignité, il vit l'amour inconditionnel qu'il n'avait pas su donner. Il vit que cette femme avait mis son corps entre les coups et sa fille. Elle avait reçu les insultes pour que Léa ne reçoive pas les pincements. Alexandre se sentit minuscule. Il se sentit l'homme le plus pauvre du monde, entouré de marbre. « Isabelle », dit Alexandre, et sa voix se brisa. Ce n'était pas la voix du patron, c'était la voix d'un père honteux. « Combien de temps ? Depuis combien de temps cela dure-t-il » Isabelle leva les yeux, humide. Il n'y avait pas de reproche dans sa voix, seulement une tristesse lasse. « Depuis l'annonce des fiançailles, monsieur. La petite a essayé de vous le dire plusieurs fois, mais vous étiez toujours au téléphone, où vous lui disiez de respecter sa nouvelle maman. La petite a appris qu'il valait mieux se taire et supporter que d'essayer de parler à un mur. Alors je suis devenu son bouclier. Si elle voulait la frapper, elle devait passer par moi. C'est pourquoi Éléonore me déteste. C'est pourquoi elle a inventé le vol.
parce que je suis la seule chose qui l'empêche de finir de briser la petite. » Alexandre ferma les yeux, et 2 lourdes larmes coulèrent sur ses joues. Il se rappela les fois où Léa entrait dans son bureau, et il la sortait doucement en disant « Papa travaille ». Il se rappela les fois où Léa disait « Je n'aime pas Éléonore ». Et il répondait « Tu t'y habitueras ». Il avait été complice. Sa négligence avait été l'arme qu'Éléonore avait utilisée. À ce moment, Léa bougea au sol et laissa échapper un faible gémissement. « Isabelle, j'ai peur. Il fait sombre », murmura la fillette encore à moitié endormie. « N'aie pas peur, petit oiseau. »« C'est passé », répondit Isabelle immédiatement prenant sa main. Alexandre se baissa. Il voulait toucher sa fille. Il voulait la consoler, mais il sentait qu'il n'en avait pas le droit. Ses mains étaient tachées par la culpabilité. « Isabelle », dit Alexandre fixant la femme humble. « Levez-la, s'il vous plaît. Emmenez-la dans ma chambre. C'est la seule avec une serrure de sécurité. Enfermez-vous avec elle. »« Et vous ?» demanda Isabelle, surprise par l'ordre. Alexandre se leva et ajusta sa veste. Son visage avait de nouveau changé. La douleur s'était cristallisée en une détermination froide et absolue. Il se tourna vers Éléonore, qui tremblait près de l'escalier. « Je dois sortir les poubelles », dit Alexandre. La phrase resta en suspens dans l'air, chargée d'une menace définitive. Éléonore comprit à cet instant qu'elle n'avait pas seulement perdu les fiançailles, l'argent et la maison. Elle avait réveillé un ennemi formidable. Le magnat avait retrouvé la vue, et ce qu'il voyait maintenant appelait une justice immédiate et brutale. Le changement de perspective. Isabelle n'attendit pas un second ordre. Avec une force qui semblait surnaturelle pour son corps mince et usé par le travail, elle souleva Léa dans ses bras. La fillette, bien qu'ayant 7 ans, pesait peu. L'anxiété et la peur constante lui avaient volé l'appétit pendant des mois, la laissant légère comme une plume. Un fait qu'Alexandre remarqua avec une douleur aiguë dans la poitrine en les regardant. La gouvernante ajusta la tête de la fillette sur son épaule, la protégeant de sa main sur l'oreille pour qu'elle n'entende rien d'autre. Isabelle marcha vers l'escalier de marbre. Ses chaussures vieilles et usées contrastaient violemment avec l'opulence de la maison. Mais à ce moment-là, elle marchait avec plus de royauté que n'importe quelle reine. Elle montait les marches avec la dignité de celle qui sait qu'elle porte le trésor le plus précieux du royaume dans ses bras. Alexandre resta immobile au centre du hall, suivant du regard l'ascension de la femme qu'il avait renvoyée moins d'une demi-heure auparavant. Il observa comment Isabelle murmurait des choses douces à l'oreille de Léa, comment elle embrassait son front, comment sa seule présence semblait agir comme un sédatif pour le système nerveux brisé de sa fille. Pour la première fois, le voile d'or qui couvrait les yeux d'Alexandre tomba complètement. Il regarda autour de lui. Il vit les vases importés, les peintures originales sur les murs, les tapis persans, tout ce pour quoi il travaillait 12 heures par jour, et soudain tout lui sembla de la camelote froide et inutile. Aucun de ces objets ne pouvait enlacer Léa quand elle faisait des cauchemars. Aucun de ses comptes bancaires ne pouvait sécher ses larmes. Il avait construit un château de cristal, mais il avait laissé sa fille vivre dans une prison de glace. « Alexandre !» La voix d'Éléonore rompit son état second. Alexandre baissa les yeux de l'escalier vers la femme qui se tenait à quelques mètres de lui. Éléonore se recoiffait devant le miroir du vestibule, tentant de recomposer son image parfaite. Elle essuyait une tache imaginaire sur sa blouse de soie, comme si le contact avec la réalité sale de la maladie de Léa l'avait contaminée. Le contraste fut brutal. Alexandre regarda les mains d'Éléonore. Manucure française impeccable, peau douce, ornée de bagues de diamants, des mains qui n'avaient jamais travaillé, des mains qui ne savaient que demander et pointer, des mains qui, il le savait maintenant, étaient capables de pincer la peau tendre d'une enfant aveugle jusqu'à laisser des marques. Puis il se rappela les mains d'Isabelle, rouges à cause du détergent, aux ongles courts, rugueuses. Mais ces mains rugueuses étaient celles qui tenaient sa fille avec une tendresse infinie. Ses mains sales étaient les seules propres dans toute cette maison. Une vague de nausée l'envahit. Il réalisa qu'il avait été sur le point d'épouser un monstre déguisé en princesse, alors qu'il traitait comme des déchets l'ange qui maintenait sa fille en vie. « Vous allez la laisser monter dans votre chambre ?» demanda Éléonore, se tournant vers lui avec une grimace de dégoût, retrouvant déjà son ton habituel de supériorité, maintenant que le danger immédiat de la convulsion était passé. « Ce lit a des draps en coton égyptien, Alexandre. La petite bavait, et cette femme sent la cuisine. Ils vont gâcher l'ambiance. » Alexandre la regarda fixement. Il ne cligna pas des yeux. Son cerveau rejouait chaque moment des 6 derniers mois. « Léa n'a pas voulu manger aujourd'hui. Elle est tellement capricieuse, » disait Éléonore. « Mensonge. Léa avait peur de manger parce qu'elle la critiquait.
Léa est tombée dans les escaliers. Elle est si maladroite, disait Éléonore. Mensonge, elle l'avait poussée. La pensée lui glaça le sang. Nous devrions l'envoyer en Suisse. Il y a un excellent internat, où elle ne gênera pas. Je veux dire, où elle apprendra, insistait Éléonore. Tout avait été un plan froid et calculé pour isoler la fillette, pour l'éliminer de l'équation. Et lui, Alexandre, le grand homme d'affaires, le requin financier, avait été l'idiot utile, le complice silencieux de la torture de sa propre fille. La culpabilité se transforma en quelque chose de plus dense, de plus chaud. Une fureur volcanique commença à monter de ses pieds, remplissant chaque centimètre de son corps. Ce n'était pas seulement de la colère, c'était un besoin primitif de détruire la menace. Alexandre marcha lentement vers la petite table où Éléonore avait laissé son sac de créateur. Sans dire un mot, il le prit et le retourna. Le contenu tomba sur le sol de marbre avec un bruit de cosmétiques, de clés et du téléphone portable. « Que faites-vous » glapit Éléonore surprise. « Ce maquillage est hors de prix. Vous êtes devenu fou. » Alexandre donna un coup de pied aux objets, les dispersant, cherchant quelque chose du regard. Il ne le trouva pas là. Alors il se rappela, il s'approcha d'Éléonore. Elle recula d'un pas, intimidée par l'obscurité qu'il y avait dans les yeux de son fiancé. « La broche » dit Alexandre. Sa voix était si basse qu'Éléonore dut faire un effort pour l'entendre, mais le ton était si menaçant que cela lui hérissa la peau. « Quoi » demanda-t-elle faisant semblant de ne pas comprendre. « La broche qu'Isabelle a volée. Donnez-la-moi. » Éléonore porta instinctivement sa main à sa poitrine, protégeant le bijou qu'elle avait récupéré quelques minutes auparavant. « Je l'ai déjà, mon amour. Elle est en sécurité. Ne vous inquiétez pas pour ça. C'est passé. L'important, c'est que nous nous débarrassions de ces gens et que nous cherchions une aide professionnelle pour la petite. Je connais une agence d'infirmières qui... »« Donnez-la-moi » répéta Alexandre en tendant la main, la paume ouverte. Ce n'était pas une requête, c'était un ordre militaire. Éléonore, tremblante, détacha le bijou de sa blouse et le déposa dans la main d'Alexandre. Il serra le poing autour des émeraudes avec une telle force que les bords métalliques s'enfoncèrent dans sa peau. Il ressentit la douleur physique et l'apprécia. Il avait besoin de ressentir quelque chose de réel pour ne pas perdre la tête. « Ce bijou, dit Alexandre en regardant la broche, vaut plus que le salaire d'Isabelle pendant 5 ans. Et vous avez accusé une femme qui n'a rien, une femme qui envoie chaque centime à sa famille au village, de voler cela, juste pour dissimuler que vous torturiez une enfant aveugle. » Alexandre leva les yeux et fixa Éléonore. « Vous êtes pauvre, Éléonore. Vous êtes la femme la plus pauvre que j'ai jamais connue de ma vie. » La fureur du père. L'offense frappa Éléonore à son point le plus faible, son ego. Elle, qui se vantait de sa lignée, de son nom, de son élégance, ne pouvait tolérer d'être appelée pauvre. Son masque de victime se brisa définitivement, laissant apparaître la laideur qu'elle cachait dessous. « Pauvre » cracha Éléonore, se redressant et retrouvant son arrogance venimeuse. « C'est moi qui vous ai donné de la classe, à vous et à votre famille de nouveaux riches. C'est moi qui ai essayé de mettre de l'ordre dans ce zoo que vous appelez maison. Vous devriez me remercier. J'ai essayé d'éduquer cette enfant sauvage parce que vous êtes trop lâche pour admettre qu'elle est défectueuse. » L'air de la pièce sembla se figer. Le mot « défectueuse » résonna sur les murs. Alexandre sentit un bourdonnement dans les oreilles. Il fit un pas vers elle, réduisant dangereusement la distance. « Répétez-le » défia Alexandre. Sa voix tremblait, mais non de peur, mais de l'effort surhumain qu'il faisait pour ne pas lui mettre les mains dessus. « Répétez ce que vous venez de dire de ma fille. » Éléonore, se sentant acculée et sachant que son rôle de douce fiancée ne servait plus, décida de jouer sa dernière carte, la vérité brutale. Elle pensa que si elle montrait à Alexandre la réalité pratique, lui, en homme d'affaires, comprendrait. « C'est la vérité, Alexandre !» cria-t-elle en agitant hystériquement les mains. « Regardez-la, elle a 7 ans et ne peut rien faire seule. Elle surine dessus, elle a peur, elle crie, elle pleure, elle casse des choses. Vous croyez que c'est une vie ? Vous croyez que moi, une femme jeune et belle, mérite de passer mes journées à nettoyer des morves et à guider une aveugle dans le jardin ? Je vais vous épouser pour voyager, pour profiter de la vie, pas pour être la nounou de votre erreur génétique. » Alexandre ferma les yeux une seconde. La confession était atroce, mais en même temps, libératrice. Il n'y avait plus de doute, il n'y avait plus de « peut être que j'exagère ». Il avait l'ennemi en face, et l'ennemi venait de déclarer la guerre à son sang. « Ma fille n'est pas une erreur », dit Alexandre en ouvrant les yeux. Maintenant, ils étaient secs, froids comme l'acier. « Ma fille est une enfant qui a perdu sa mère, a perdu la vue et a failli perdre son père parce qu'il était trop occupé à acheter des bijoux pour un serpent. Mais c'est fini.
Alexandre mit la main dans la poche de sa veste et en sortit une petite boîte de velours qu'il y avait depuis le matin. Il allait lui offrir un cadeau surprise ce soir-là, des boucles d'oreilles assorties à la bague de fiançailles. Il regarda la boîte, puis la jeta avec mépris dans un coin de la pièce sans même l'ouvrir. « C'est fini, Éléonore. Tout, les fiançailles, le mariage, votre vie dans cette maison. Je veux que vous partiez maintenant. » Éléonore laissa échapper un rire nerveux, incrédule. « Vous ne pouvez pas être sérieux, » dit-elle en croisant les bras. « Vous allez me chasser, moi. Pourquoi? Pour quelques contusions. Les enfants tombent. Alexandre, vous n'avez pas de preuve que c'était moi? Si vous allez devant un juge, je dirai que c'était la gouvernante. Je dirai qu'elle m'a tendu un piège. Qui, selon vous, croiront-ils? Éléonore de Montaigne ou une indigène sans éducation? La menace fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Éléonore était prête à détruire la vie d'Isabelle, même après avoir été découverte, juste par dépit. Alexandre avança jusqu'à être à quelques centimètres de son visage. Sa présence physique était imposante, un mur de fureur masculine contenu. « Je n'ai pas besoin d'un juge, Éléonore. Je suis Alexandre Moreau. J'ai assez d'argent pour vous enterrer sous les avocats jusqu'à ce que vos petits-enfants continuent de payer les frais. Mais ce ne sera pas nécessaire parce qu'il y a des caméras. » Le visage d'Éléonore se décomposa. La couleur quitta ses joues, la laissant avec un aspect cireux et maladif. « Caméras » murmura-t-elle. « J'ai installé un nouveau système de sécurité la semaine dernière dans le jardin et dans les couloirs, » mentit Alexandre. Il ne l'avait pas fait, mais il savait jouer au poker. Il vit la terreur dans ses yeux et sut qu'il avait visé juste. « Je ne les avais pas vérifiés parce que je vous faisais confiance, mais maintenant je vais savourer chaque seconde. Et je vous promets, Éléonore, que si je vois que vous avez posé le moindre doigt sur elle, ce ne sera pas la police qui viendra vous chercher. Je m'assurerai personnellement que vous ne remettrez plus jamais les pieds dans un club mondain, un restaurant ou une maison respectable de ce pays. Tout le monde saura ce que vous êtes, une maltraitante d'enfants. » Éléonore haleta, portant sa main à sa bouche. La réputation était la seule chose qui lui importait plus que l'argent. La menace de destruction sociale fut plus efficace que toute menace physique. « Vous ne feriez pas ça » balbutia-t-elle, en reculant vers la porte, trébuchant sur ses propres pieds. « Vous m'aimiez? Vous m'avez dit que vous m'aimiez? J'aimais le masque, » corrigea Alexandre avec dureté. « Mais ce qu'il y a dessous me dégoûte. » Alexandre désigna la porte principale qui restait entr'ouverte après l'entrée frénétique d'Isabelle. « Dehors, et n'osez pas monter faire vos valises. Je vous enverrai vos affaires dans des sacs poubelles, c'est là qu'elles appartiennent. »« Ma bague !» cria Éléonore, essayant de s'accrocher au matériel, à la seule chose qu'elle pouvait tirer de la situation. « La bague est à moi, c'est un cadeau. » Alexandre regarda la main gauche d'Éléonore. Le diamant brillait sous la lumière du lustre. « La bague était un symbole d'un engagement, » dit Alexandre faisant un pas de plus vers elle, l'obligeant à reculer jusqu'au seuil. « Vous avez rompu l'engagement quand vous avez torturé ma fille. Cette bague représente ma famille, et vous n'êtes pas de ma famille. Vous êtes l'ennemi. » Alexandre tendit la main, attendant. Éléonore regarda la main ouverte d'Alexandre. Puis elle regarda son visage dur et implacable. Elle regarda vers l'escalier, où elle savait qu'Isabelle consolait la fillette. Elle sentit une vague de haine pure, mais aussi de peur. Elle savait quand elle avait perdu une bataille. Avec des mouvements brusques et furieux, elle arracha la bague de son doigt, écorchant sa peau au passage. Elle la jeta au sol, aux pieds d'Alexandre. Le son du platine heurtant le marbre fut le son final de leur relation. « Vous le regretterez, Alexandre » siffla Éléonore, les yeux remplis de larmes de rage. « Vous resterez seul avec votre fille aveugle et votre gouvernante. Vous serez la risée de la société, le magnat et la servante. Quelle misère! Vous me remplacez par une personne insignifiante. Je préfère être la risée de la société que le bourreau de ma fille, » répondit Alexandre avec un calme qui le surprit lui-même. Il se baissa et ramassa la bague. Il ne la regarda pas avec nostalgie. Il regarda comme on regarde une tumeur qui vient d'être retirée. « Partez » dit Alexandre en se levant, « et priez, priez pour que lorsque je vérifierai ces caméras, je ne trouve rien d'impardonnable, car si je le trouve, j'irai vous chercher. » Éléonore n'attendit pas. La peur de l'exposition publique et l'intensité du regard d'Alexandre furent suffisantes. Elle fit demi-tour et s'enfuit par la porte principale, ses talons claquant sur l'allée, fuyant la scène du crime, laissant derrière elle ses rêves de grandeur et n'emportant que son amertume. Alexandre resta à la porte, regardant sa fiancée monter dans sa voiture de sport et démarrer en trombe. Il la vit disparaître derrière le portail de la propriété. Le silence revint dans la maison,
Mais cette fois, ce n'était pas un silence lourd ou sombre, c'était le silence propre qui reste après une violente tempête. Alexandre ferma la porte principale, passa le verrou, inspira profondément, remplissant ses poumons d'air pour la première fois depuis des mois. Il sentait son corps meurtri, comme s'il avait livré une vraie bataille physique. Il desserra sa cravate, jeta sa veste au sol et se tourna vers les escaliers. En haut, dans sa chambre, se trouvait la seule chose qui importait. Sa rédemption n'était pas dans l'argent ni dans le statut. Sa rédemption était en haut, effrayé et blessé, attendant un père qui avait enfin décidé d'apparaître. Alexandre commença à monter les marches. Chaque pas était une promesse. Il allait arranger cela. Il allait soigner les blessures, celles de la peau et celles de l'âme. Et il savait exactement qui l'aiderait à le faire. Ce n'étaient ni les médecins, ni les psychologues coûteux. C'était la femme aux mains rugueuses et à l'uniforme bleu. Le long chemin du retour. Le silence qui suivit le départ d'Éléonore ne fut pas vide, il fut un miroir. En se retrouvant seul dans le hall, Alexandre sentit le poids écrasant de la maison sur ses épaules. Ces hauts murs, conçus pour impressionner ses associés et ses amis du club, semblaient maintenant les murs d'une forteresse solitaire. Il leva les yeux vers la rampe du premier étage. Le chemin vers la chambre principale ne lui avait jamais semblé si long ni si raide. Alexandre commença à monter. Ses jambes, habituées à courir des marathons corporatifs et à jouer au tennis le week-end, pesaient comme s'il portait du plomb dans ses chaussures. Chaque marche était un jugement. Marche 1. Il se rappela le premier anniversaire de Léa après la mort de sa mère. Il avait acheté une poupée géante, mais n'avait pas été là pour la voir l'ouvrir. Il avait une réunion. Marche 2. Il se rappela quand Léa perdit la vue après l'accident. Il paya les meilleurs spécialistes d'Europe, mais ne lui tint pas la main pendant les soins. Éléonore lui dit qu'il valait mieux ne pas la gâter. Marche 3. Il se rappela le jour où il embaucha Isabelle. Il ne l'interviewa même pas lui-même. Ce fut sa secrétaire. « Assurez-vous juste qu'elle soit propre et bon marché », avait-il dit. Arrivé au palier de l'étage, Alexandre s'arrêta pour reprendre son souffle. Ce n'était pas de la fatigue physique, c'était l'épuisement spirituel d'un homme qui réalise qu'il a couru dans la mauvaise direction pendant des années. Il marcha dans le couloir. La porte de sa chambre était fermée. De l'intérieur, on n'entendait pas de pleurs hystériques, mais un doux murmure, rythmique, une berceuse, une vieille chanson de village qui n'avait rien à voir avec la musique classique qu'Éléonore insistait à mettre dans la maison pour cultiver l'ambiance. Alexandre posa sa main sur la poignée de la porte, mais ne la tourna pas immédiatement. Il eut peur, une peur paralysante. Lui, qui négociait des fusions de millions sans ciller, tremblait à l'idée d'affronter la femme qu'il avait renvoyée et la fille qu'il avait abandonnée émotionnellement. Il se sentait un intrus, un étranger qui avait besoin de permission pour entrer dans le sanctuaire qu'elles avaient construit. Il tourna lentement la poignée et poussa la porte. La scène qu'il trouva le désarma. La chambre était dans la pénombre, illuminée seulement par la lumière dorée du coucher de soleil qui filtrait par les rideaux entr'ouverts. Léa était allongée au centre de l'immense lit conjugal, ce lit où Alexandre dormait seul et froid, mais maintenant le lit semblait chaud. Isabelle était assise au bord, non pas sur une chaise distante, mais sur le matelas, le corps courbé sur la fillette, lui caressant le front avec une constance hypnotique. En entendant la porte, Isabelle se tendit. Son instinct de gouvernante s'activa. « Vous ne devez pas être assise sur le lit du patron. » Elle fit le geste de se lever rapidement, de baisser la tête, de reprendre sa place invisible. Mais Léa, sentant le mouvement, laissa échapper un gémissement de panique et serra la main d'Isabelle à deux mains. « Ne pars pas !» supplia la fillette. Isabelle se figea à mi-chemin, prise entre le devoir imposé et l'amour choisi. Elle regarda Alexandre avec de grands yeux, attendant la réprimande, attendant l'ordre de sortir, attendant la fin. « Ne vous levez pas !» dit Alexandre. Sa voix sortit rauque, méconnaissable. Il s'éclaircit la gorge et essaya de nouveau, plus doucement. « S'il vous plaît, Isabelle, ne vous levez pas. Restez là. » Isabelle le regarda avec méfiance. Elle avait vu la fureur d'Alexandre en bas. Elle avait vu comment il avait chassé sa fiancée. Mais des années de servitude lui avaient appris que les riches sont inconstants. Un instant, ils vous défendent parce que leur orgueil est blessé, et l'instant d'après, ils vous rappellent que vous êtes inférieur. « La petite est effrayée, monsieur », justifia Isabelle, sa voix tremblante mais ferme. « Elle ne veut pas me lâcher. Si je pars, la crise reviendra. »« Je sais », répondit Alexandre faisant un pas dans la chambre. Il ferma la porte derrière lui, laissant le monde extérieur, le monde d'Éléonore et des mensonges définitivement dehors. Il avança vers le lit. Léa se tendit en entendant les pas lourds sur le tapis,
Elle tourna son visage aveugle vers le son, ses yeux blancs cherchant un signe de danger. « Papa » demanda Léa d'un filet de voix plein de peur. Elle ne demanda pas « Papa, tu vas bien ?» Elle demanda « Papa ?» comme on demande si le bourreau est revenu. Ce ton de peur brisa le dernier morceau de l'armure d'Alexandre. « Oui, Léa, c'est moi » dit-il en s'arrêtant au pied du lit. Il vit sa fille. Il la vit vraiment. Il vit comme elle paraissait petite dans cet immense lit. Il vit comment son corps cherchait instinctivement la chaleur d'Isabelle. Il vit les ecchymoses sur ses bras. Sous la lumière tamisée, des marques violettes qui criaient une histoire de terreur qui s'était produite sous son propre toit, financée par son propre argent. Alexandre regarda Isabelle. La gouvernante ne baissait plus le regard, elle le soutenait. Il y avait un défi silencieux dans ses yeux sombres, une question muette. « Et maintenant, monsieur le magnat, maintenant que vous savez la vérité, qu'allez-vous en faire ?» « Elle est partie, Léa, » dit Alexandre, sentant qu'il devait le dire à voix haute pour que ce soit réel. « Éléonore est partie pour toujours. » Léa arrêta de respirer une seconde. « Reviendra-t-elle demain ?» demanda la fillette sceptique. Éléonore revenait toujours. Éléonore trouvait toujours un moyen d'entrer. « Non, » assura Alexandre avec une véhémence sombre. « Je changerai les serrures, je mettrai des gardes. Personne qui te fasse du mal ne rentrera plus jamais dans cette maison, je te le jure. » Léa relâcha l'air qu'elle retenait, et son petit corps se détendit un peu contre le matelas, mais elle ne tendit pas les bras vers son père. Elle se serra davantage contre Isabelle. Ce rejet silencieux fut la punition la plus douloureuse qu'Alexandre aurait pu recevoir. Sa fille ne lui faisait pas confiance, et elle avait raison. Alexandre sentit ses jambes flancher de nouveau. La culpabilité était un fardeau physique insupportable. Il ne pouvait pas regarder Isabelle de haut. Il n'avait pas le droit de les regarder de sa hauteur de maître de maison. Cette hiérarchie était fausse. Dans cette chambre, la seule qui avait l'autorité morale était la femme à l'uniforme taché, le repentir. Lentement, Alexandre fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait de sa vie d'adulte, même pas à l'église, ni même devant la tombe de sa femme. Il plia les genoux, se laissa tomber sur l'épais tapis à côté du lit, ignorant la douleur de l'impact, ignorant que son pantalon de tailleur italien s'étirait et se froissait contre le sol. Il se retrouva à la hauteur des yeux de Léa, à la hauteur des mains d'Isabelle. Il devint petit, il devint humain. Isabelle ouvrit les yeux avec surprise. Jamais, en ses années de service dans de multiples maisons riches, elle n'avait vu un patron s'agenouiller devant une employée. « Monsieur Alexandre, levez-vous, s'il vous plaît. »« Ce n'est pas nécessaire, » murmura Isabelle, mal à l'aise face à la rupture du protocole social. « Non, » l'interrompit Alexandre, la voix brisée par un sanglot qu'il ne put plus contenir. « Ne me demandez pas de me lever, Isabelle. C'est la seule place où je mérite d'être. » Alexandre baissa la tête. Les larmes commencèrent à tomber sur ses mains jointes, tachant les poignets de sa chemise de soie. Il pleura en silence au début, puis avec des spasmes douloureux qui secouaient ses larges épaules. Il pleura la honte d'avoir été aveugle avec des yeux parfaits. Il pleura le temps perdu. Il pleura la douleur qu'il avait permise. Léa entendit les pleurs. Le son du pleur d'un homme adulte est terrifiant pour un enfant, mais il est aussi révélateur. La fillette lâcha une main d'Isabelle et tâtonna le bord du lit, cherchant l'origine du son. « Papa pleure ?» demanda Léa confuse. Éléonore lui avait dit que les hommes puissants ne pleurent pas, que son papa était de pierre. Isabelle regarda l'homme brisé au sol puis la fillette. Son cœur, qui était immensément noble, ne garda pas de rancune. Elle comprit que le repentir d'Alexandre était sincère. « Oui, mon amour, ton papa est triste, » dit Isabelle doucement. Parfois, les grands aussi se trompent et ont besoin de pleurer pour se nettoyer de l'intérieur. Alexandre leva les yeux. Ils étaient rouges et gonflés. Il regarda Isabelle. Il ne vit pas la gouvernante. Il vit la mère dont sa fille avait besoin. « Pardonnez-moi, » dit Alexandre. Il ne s'adressa pas d'abord à Léa, mais à Isabelle. Il savait que pour atteindre sa fille, il devait d'abord valider sa protectrice. « Pardonnez-moi, Isabelle. Je vous ai humiliée, je vous ai accusée, je vous ai traitée comme une délinquante alors que vous étiez la seule loyale dans cette maison de mensonges. » Isabelle soutint son regard. Elle aurait pu profiter du moment pour lui reprocher, pour lui dire « Je vous l'avais dit », pour exiger une augmentation. Mais Isabelle ne fonctionnait pas ainsi. « Vous n'avez pas à me demander pardon, monsieur, » dit-elle avec dignité. « Je suis adulte, je supporte, je sais qui je suis, et Dieu sait ce que je fais. Mais elle… » Isabelle caressa les cheveux de Léa. Elle est une enfant. Elle s'attendait à ce que son héros la sauve, et son héros était trop occupé à regarder l'heure. Les mots furent des couteaux, mais Alexandre les accepta.
C'était la vérité. Vous avez raison, murmura Alexandre. Il se tourna un peu sur ses genoux pour se retrouver face au visage de Léa. Il avait peur de la toucher. Il avait peur que s'il la touchait, elle recule comme elle l'avait fait avec Éléonore. Léa. Et sa voix trembla. Princesse. Léa tourna la tête vers sa voix. Son expression était un mélange de curiosité et de prudence. Papa, pourquoi Éléonore me frappait-elle? Demanda la fillette avec cette honnêteté brutale des innocents. Je suis méchante, je suis un fardeau, comme elle disait. Alexandre sentit son cœur se déchirer. Il inspira, tentant de stabiliser sa voix. Non, mon amour, non, par Dieu, non, dit Alexandre, approchant sa main tremblante pour effleurer la joue de sa fille. Léa ne s'écarta pas, mais resta immobile, tendue. Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée dans la vie. Tu es parfaite. Le méchant, c'était moi. J'étais le fardeau parce que je n'ai pas su voir à quel point elle était mauvaise. Elle te frappait parce qu'elle est malade de l'âme, parce qu'elle a le cœur pourri. Pas toi, jamais toi. Alexandre prit la petite main de Léa, cette main petite et fragile, et la porta à ses lèvres. Il l'embrassa avec dévotion, la mouillant de ses larmes. Je te promets, Léa, je te jure sur la mémoire de ta maman que personne ne te fera plus jamais de mal. Jamais plus je ne te laisserai te sentir seule. Je serai là. J'apprendrai. Je ne sais pas encore comment être le papa dont tu as besoin. J'ai oublié. Mais j'apprendrai. Léa sentit les larmes de son père sur sa peau. Elle sentit le tremblement de ses mains, et pour la première fois depuis longtemps, elle sentit la vérité. Les enfants aveugles développent un radar spécial pour le mensonge. Ils entendent les changements de ton, sentent la tension musculaire, et à ce moment-là, Léa ne sentit qu'un homme repentant qui l'aimait désespérément. Lentement, la fillette sortit son autre main de l'emprise d'Isabelle et tâtonna l'air jusqu'à trouver la tête d'Alexandre. Ses petits doigts s'emmêlèrent dans les cheveux de son père. « Ne pleure pas, papa », dit Léa. Isabelle dit que quand on pleure, les yeux se lavent et on peut mieux voir. Alexandre laissa échapper un rire étouffé entre les pleurs. Il regarda Isabelle à travers ses larmes. La femme souriait légèrement, un sourire triste, mais plein d'espoir. « Isabelle dit la vérité », dit Alexandre en regardant la gouvernante avec une profonde gratitude. Isabelle a toujours dit la vérité. Alexandre s'essuya les yeux du revers de la main et inspira profondément. Il était toujours à genoux, mais il se sentait plus fort que jamais. Il regarda Isabelle et lui tendit la main. Ce n'était pas la main du patron qui donne un ordre, ni la main de celui qui donne un pourboire. C'était la main d'un homme demandant de l'aide d'égal à égal. « Isabelle, je ne peux pas faire ça seul », admit Alexandre se dépouillant de son dernier gramme d'arrogance. « Je ne sais pas ce qu'elle aime manger. Je ne sais pas quelles histoires elle aime. Je ne sais pas comment calmer ses cauchemars. J'ai besoin de vous, pas comme employé. J'ai besoin de vous comme partie de ça, comme partie de la famille. » Isabelle regarda la main tendue d'Alexandre. Elle regarda ses doigts fins et soignés, si différents des siens, mais elle vit la sincérité dans le geste. « Mademoiselle Léa ne mange pas de choses vertes et cuites. Elle aime les choses crues et croquantes, » dit Isabelle doucement, sans prendre la main encore, mais commençant à l'éduquer. Elle aime les histoires où les dragons ne meurent pas, mais deviennent amis des princesses. Et pour les cauchemars, il faut juste savoir qu'il y a quelqu'un à côté qui ne va pas partir. Alexandre acquiesça, absorbant chaque mot comme s'il s'agissait de la leçon d'affaires la plus importante de sa vie. « Apprenez-moi », demanda-t-il. « Apprenez-moi à être père, Isabelle. Je vous paierai le triple. Je vous donnerai ce que vous voulez, mais s'il vous plaît, ne nous quittez pas. » Isabelle sourit et finalement tendit sa main rugueuse et prit la main douce d'Alexandre. La poignée fut ferme, un pacte scellé sur le lit de la fillette qu'ils aimaient tous les deux. « Ce n'est pas pour l'argent, monsieur Alexandre, » dit Isabelle. « Je reste parce que cet enfant est mon cœur et parce que je crois que vous aussi avez une chance de salut. » À ce moment-là, la barrière invisible des classes sociales, des uniformes et des hiérarchies se dissipa dans cette pièce. Il n'y avait plus un magnat et une gouvernante. Il y avait un père, une mère de substitution et une fille, unis par la douleur du passé et l'espoir fragile de l'avenir. Alexandre se leva du sol, les genoux engourdis. Il s'assit sur le lit de l'autre côté de Léa, enfermant la fillette dans un cercle de protection entre lui et Isabelle. « J'ai faim », dit Léa soudain, brisant la tension avec l'innocence de celle qui priorise la survie immédiate. Alexandre et Isabelle se regardèrent et éclatèrent de rire en même temps. Ce fut un rire de soulagement, un rire qui nettoya l'air dense de la pièce. « Nous allons chercher quelque chose de croquant alors », dit Alexandre en essuyant la dernière larme. « Isabelle, vous m'aidez à la faire descendre ?»
Je crois que la cuisine est votre territoire, mais j'aimerais apprendre où nous gardons les biscuits. Avec plaisir, monsieur, dit Isabelle en se levant et en lissant son tablier, qui maintenant, aux yeux d'Alexandre, ressemblait à une cape de super-héroïne. Mais d'abord, il faut laver le visage de cette princesse. Tandis qu'Isabelle emmenait Léa à la salle de bain, Alexandre resta un instant près du lit. Il regarda ses mains vides. Il n'avait plus de fiancée. Il n'avait plus de bague. Il avait probablement perdu un couple d'associés pour avoir couru hors du bureau. Mais en entendant sa fille rire avec l'eau du robinet, Alexandre sut que pour la première fois de sa vie, il était immensément riche. Le point culminant émotionnel. 3 semaines s'étaient écoulées depuis l'expulsion d'Éléonore, mais le temps dans le manoir Moreau semblait avoir changé de rythme. Ce n'était plus ce temps frénétique et corporatif marqué par l'agenda de M. Alexandre. Maintenant, c'était un temps lent, patient, dicté par les besoins de guérison d'une enfant de 7 ans. La scène se déplaça vers un couloir d'hôpital aseptisé et froid. L'odeur de désinfectant et le bourdonnement constant des machines de climatisation créaient une atmosphère de tension insupportable. Ce n'était pas une clinique privée de luxe où l'on sert du champagne en attendant. Alexandre avait choisi l'hôpital universitaire central non par manque d'argent, mais parce que le docteur Arriaga y opérait. Une éminence en neuro-ophtalmologie qu'Éléonore avait écarté des mois auparavant, le considérant comme un médecin de classe moyenne qui ne comprendrait pas notre niveau. Alexandre marchait de long en large dans le couloir, usant la semelle de ses chaussures. Il avait retiré sa cravate il y a des heures. Sa chemise était froissée et tachée de café, mais peu lui importait. Pour la première fois de sa vie, son image publique était le dernier de ses soucis. Assise sur une chaise en plastique dur avec un chapelet en bois bon marché entre les mains, se trouvait Isabelle. Elle ne portait plus son uniforme. Alexandre le lui avait formellement interdit le lendemain de l'incident. « Dans cette maison, vous ne portez plus d'uniforme », lui avait-il dit. Maintenant, elle portait une blouse simple et une longue jupe, des vêtements humbles mais dignes. Ses lèvres bougeaient dans une prière silencieuse et constante, un mantra de foi qui tenait la désespoir à distance. « Ça fait 4 heures, Isabelle, » dit Alexandre, s'arrêtant devant elle et passant ses mains dans ses cheveux, les ébouriffant d'angoisse. « Ils ont dit que ce serait 3. Quelque chose a mal tourné. Je le sais. Dieu me punit d'avoir été un mauvais père. Il va me priver de la chance de la voir en bonne santé. » Isabelle arrêta sa prière et leva les yeux. Ses yeux sombres transmettaient une paix qu'Alexandre enviait désespérément. « N'appelez pas le malheur, monsieur Alexandre, » dit-elle, d'une voix douce mais ferme. « Les temps de Dieu ne sont pas ceux de votre montre suisse. La petite est forte. Elle a survécu au désamour et à l'obscurité. Une opération ne la vaincra pas. Ayez foi. »« J'ai peur, Isabelle, » confessa le magnat en s'asseyant à ses côtés et en enfouissant sa tête dans ses mains. « J'ai une peur qui me paralyse. Si l'opération échoue, si elle ne peut jamais voir, comment vais-je lui expliquer que j'aurais pu essayer plus tôt? Comment vais-je vivre en sachant que j'ai laissé Éléonore la convaincre que sa cécité était une punition permanente? Si l'opération échoue, vous resterez son père, répondit Isabelle, posant sa main calleuse sur la main tremblante d'Alexandre, et elle le saura. Elle sentira votre amour. La vue est un cadeau, monsieur, mais l'amour est le soutien. Léa préférera un père aveugle qu'il aime, à un père avec une vue parfaite qu'il ignore. Vous lui avez déjà donné le plus grand miracle. Vous êtes revenu pour elle. » Avant qu'Alexandre ne puisse répondre, les doubles portes du bloc opératoire s'ouvrirent avec un souffle pneumatique. Le docteur Arriaga sortit en retirant son masque chirurgical. Il avait des cernes profonds et le visage sérieux. Alexandre sauta de sa chaise comme s'il avait un ressort. Isabelle se leva lentement, serrant le chapelet contre sa poitrine. « Docteur ?» Alexandre ne put même pas formuler la question. Le mot s'étrangla dans sa gorge sèche. Le médecin soupira et les regarda tous les deux. Il ne fit pas de distinction entre le magnat et l'ex-gouvernante. Il vit 2 parents préoccupés. « Cela a été compliqué », admit le docteur Arriaga. Les dommages aux nerfs ne provenaient pas seulement de l'accident original. Le stress chronique et, le traumatisme émotionnel que la petite a subi avait créé une pression intraoculaire psychosomatique très sévère. Le corps de Léa rejetait la vue parce qu'elle associait voir à la douleur. Alexandre sentit une pointe de culpabilité si aiguë qu'il dut s'appuyer contre le mur pour ne pas tomber. Sa fille ne voulait pas voir parce que ce qu'elle voyait était un monde hostile. « Alors ?» demanda Isabelle faisant un pas en avant, la voix pleine d'espoir. « Nous avons réussi à décompresser le nerf, » dit le médecin, et un léger sourire fatigué apparut sur son visage. La chirurgie, anatomiquement, a été un succès, mais
Le mets resta en suspens dans l'air comme une guillotine. « Mais quoi ?» exigea Alexandre. Elle se réveille de l'anesthésie en ce moment et elle est très agitée. Elle crie non par douleur physique, mais par panique. Les sédatifs ne fonctionnent pas parce que son adrénaline est à son comble. Elle a besoin de se calmer, ou la pression sanguine pourrait faire éclater les points de suture dans ses yeux. Si cela arrive, elle perdra la vue pour toujours en quelques minutes. Le médecin regarda fixement Alexandre. « J'ai besoin que quelqu'un entre, quelqu'un qui puisse la calmer, quelqu'un en qui elle a aveuglément confiance, si je puis dire. Les infirmières ne peuvent pas la toucher. Elle donne des coups dans l'air, pensant qu'on va lui faire du mal. » Alexandre regarda immédiatement Isabelle. « Allez-y, dit-il sans hésitation. Elle vous aime. Vous êtes son refuge. Vous pouvez la calmer. » Isabelle regarda vers les portes du bloc opératoire, puis vers Alexandre. Dans ses yeux, il y eut un éclair de sagesse ancienne. Elle savait qu'elle pouvait le faire. Elle pouvait entrer, chanter sa chanson, et Léa s'endormirait dans ses bras. Ce serait facile, ce serait sûr. Mais Isabelle savait que si elle entrait, Alexandre resterait le second. Si elle entrait, elle validerait l'idée que le père est inutile pour le réconfort. Pour que cette famille guérisse vraiment, le père devait être le héros. « Non », dit Isabelle, secouant la tête et reculant d'un pas. « Quoi ?» Alexandre la regarda avec incrédulité et panique. « Isabelle, ce n'est pas le moment pour ça. Elle a besoin de vous. Vous savez comment la calmer. Je ne sais pas quoi faire. »« Exactement. C'est pourquoi vous devez y aller, » dit Isabelle avec une autorité qui n'admettait aucune réplique. « Elle sait que je suis ici. Elle s'attend à ce que je la sauve, mais elle a besoin de savoir que son papa peut la sauver. Si j'entre, vous serez toujours celui qui paye les factures. Si vous entrez et que vous réussissez à la calmer, vous serez son père pour toujours. Et si j'échoue, murmura Alexandre terrorisé. Et si elle ne se calme pas et que les points de suture lâchent, je serai coupable de sa cécité. Vous n'échouerez pas, assura Isabelle, le poussant doucement vers la porte. Parce que vous l'aimez, et l'amour ne faillit pas. Chantez-lui. Parlez avec le cœur, pas avec la tête. Allez, monsieur Alexandre, allez chercher votre fille. Alexandre regarda Isabelle une dernière fois, inspira profondément comme quelqu'un qui va plonger dans des eaux profondes, et acquiesça. Il enfila la blouse stérile qu'une infirmière lui tendit de main tremblante et entra dans la salle de réveil. Le son était déchirant. « Non, ne me touchez pas, Éléonore. Non, je promets que je serai sage, » criait Léa. La fillette était sur le lit d'hôpital, les yeux bandés de compresses épaisses et blanches. Elle était attachée au poignet pour l'empêcher d'arracher le bandage et luttait contre les sangles comme un petit animal sauvage. Son moniteur cardiaque bipait frénétiquement, une alarme rouge indiquant un danger imminent. 2 infirmières tentaient de la retenir sans lui faire de mal. Mais Léa se débattait, pleurant des larmes qui mouillaient dangereusement les bandages. Alexandre sentit le monde s'écrouler en entendant le nom d'Éléonore. Même dans son délire post-anesthésie, le monstre était toujours présent. « Laissez-moi seul avec elle », ordonna Alexandre. Sa voix sortit plus forte qu'il ne l'avait espéré. « Monsieur, c'est dangereux si elle bouge beaucoup », commença à dire une infirmière. « J'ai dit de me laisser seul », rugit Alexandre sans quitter sa fille des yeux. « Sortez !» Les infirmières, intimidées, se retirèrent laissant la porte entr'ouverte. Alexandre s'approcha du lit d'hôpital. Léa sentit la présence de quelqu'un et se recroquevilla, attendant le coup. « Ne me frappez pas !» gémit la fillette. Alexandre ravala le nœud dans sa gorge. Il se pencha sur elle, mais ne la toucha pas. Il se rappela ce qu'Isabelle lui avait appris, d'abord la voix, puis le toucher. Alexandre commença à chanter. Sa voix était fausse, grave, rien à voir avec la douce voix de soprano d'Isabelle. Il chantait la berceuse qu'il avait entendue à travers la porte pendant des semaines. « Dors, ma petite fille, morceau de soleil, que les anges te gardent et moi je suis là. » Léa resta paralysée. Elle cessa de lutter contre les sangles, tourna la tête vers le son. « Papa ?» demanda-t-elle haletante. « Oui, ma vie, c'est papa. » Alexandre continua de parler, baissant le ton jusqu'à le transformer en un murmure hypnotique. « Éléonore n'est plus là. Éléonore est partie. Les monstres sont partis. Tu es à l'hôpital. Le docteur a réparé tes petits yeux. J'ai mal. J'ai peur. Il fait tout noir. » sanglota Léa, mais son rythme cardiaque commença à baisser. « Je sais, mon amour. Je sais. Mais tu n'es pas seul dans l'obscurité. Je suis là. » Alexandre posa sa main grande et chaude sur le front de la fillette. Cette fois, Léa ne se recroquevilla pas. Au contraire, elle poussa sa tête vers la main de son père, cherchant le contact. « Papa est là et je ne vais pas aller à une réunion. Je ne vais pas répondre au téléphone. Je vais rester là, debout,
jusqu'à ce que tu me le dises. Et Isabelle ?» demanda la fillette, sa voix devenant pâteuse sous l'effet de l'anesthésie, qui commençait maintenant à agir en baissant l'adrénaline. Isabelle est dehors et prie pour nous. Elle m'a dit d'entrer. Elle m'a dit que je devais prendre soin de toi aujourd'hui. Chante-moi encore la partie des anges, murmura Léa, sa respiration devenant lente et rythmée. Alexandre, l'homme qui avait conclu des contrats de plusieurs millions de dollars devant des conseils d'administration hostiles, sentit que c'était le moment le plus important de son existence. Il continua de chanter, caressant les cheveux de sa fille, tandis que le moniteur cardiaque passait de l'alarme rouge au rythme vert et constant de la paix. De la lucarne de la porte, Isabelle observait la scène. Une larme solitaire roula sur sa joue. Ce n'était pas de la tristesse, mais de la mission accomplie. Elle vit comment le père embrassait le front bandé de la fille et comment la fillette se rendait au sommeil confiante, en sécurité. Isabelle sourit, se signa et se rassit dans le couloir. Son travail de pont était terminé. Maintenant commençait le véritable travail de famille. La promesse. 4 jours plus tard, le manoir Moreau était plongé dans une pénombre artificielle. Tous les rideaux étaient fermés sur ordre du médecin. C'était le jour de retirer les bandages. L'ambiance dans le salon principal était électrique. Il n'y avait pas d'invités, pas de presse, pas de fête. Seuls les essentiels étaient là. Alexandre, Isabelle, le docteur Arriaga et, au fond, le personnel de service qui, après le départ d'Éléonore et la nouvelle attitude d'Alexandre, avait radicalement changé son comportement, montrant maintenant un respect sincère et craintif envers la fillette qu'ils ignoraient auparavant. Léa était assise dans un grand fauteuil en velours. Elle portait ses lunettes de soleil sombre posées sur ses genoux. Alexandre était agenouillé devant elle, lui tenant les mains. Isabelle était debout juste derrière le fauteuil, une main sur l'épaule de la fillette, son encre physique de toujours. « Êtes-vous prête, Léa ?» demanda le docteur Arriaga préparant les ciseaux chirurgicaux pour couper la gaze. « J'ai peur, papa », confessa Léa, serrant les mains d'Alexandre. « Quoi qu'il arrive, Léa, rien ne change, » dit Alexandre en la regardant intensément, même si elle ne pouvait pas encore le voir. « Si tu vois, ce sera merveilleux, et si tu ne vois pas, ce sera aussi merveilleux, parce que nous avons. Je n'ai pas besoin que tu vois pour t'aimer. Je t'aime complètement tel que tu es. » Ces mots furent la clé finale. Pendant des années, Léa avait senti que sa cécité était une faute, quelque chose qui la rendait moins. Entendre son père dire qu'il l'aimait avec sa cécité lui enleva le poids de la performance. « Je suis prête », dit la fillette avec courage. Le docteur procéda. Le son des ciseaux coupant la gaze sembla s'amplifier dans le silence du salon. Tour après tour, le bandage blanc tomba au sol comme la peau morte d'un serpent. « Gardez les yeux fermés », ordonna le médecin. « Maintenant, ouvrez-les très lentement. La lumière va vous gêner. » Léa serra les paupières. Elle tremblait. « Ouvre les yeux, mon amour. Je suis là, » murmura Alexandre. Lentement, Léa écarta les paupières. Au début, la lumière tamisée de la pièce lui parut une explosion blanche et douloureuse. Elle cligna rapidement des yeux en larmoyant. « Ça me brûle », se plaignit-elle. « C'est normal. »« C'est normal », dit le médecin. « Essayez de faire la mise au point. » Léa cligna de nouveau des yeux. Le monde blanc et flou commença à prendre des formes, des taches de couleur, des ombres qui bougeaient. Ce n'était pas une vision parfaite de haute définition. C'était un monde aquarelle, diffus et nébuleux. Mais il y avait quelque chose. Ce n'était plus l'obscurité absolue. Elle regarda devant elle. Il y avait une tache sombre devant elle, une tache en forme de personne. Léa tendit la main, hésitante. Alexandre resta immobile, retenant son souffle, des larmes coulant sur son visage. La main de la fillette toucha le visage de son père. Ses doigts parcoururent le nez, les pommettes mouillées, la barbe naissante. « Papa » demanda-t-elle. « Oui » répondit Alexandre d'une voix étranglée. « Je te vois » murmura Léa. La phrase fut un tremblement de terre. « Je te vois flou. Tu ressembles à un nuage avec une barbe, mais je te vois. » Alexandre laissa échapper un sanglot de joie pure et embrassa sa fille avec précaution, enfouissant son visage dans son cou. Isabelle, derrière le fauteuil, se couvrit la bouche pour étouffer un cri d'émotion. Le personnel de service au fond commença à applaudir doucement, certains pleurant ouvertement. « Je vois des couleurs », dit Léa, se séparant de son père et regardant autour d'elle. « Je vois quelque chose de bleu là-haut », dit-elle en désignant Isabelle. « C'est Isabelle », dit Alexandre en riant à travers ses larmes, toujours vêtue de bleu, même si je lui ai dit que ce n'était pas nécessaire. Léa se tourna dans le fauteuil et regarda la tache bleue qui était sa seconde mère. « Isabelle, tu es jolie »,
dit la fillette en tendant les bras vers elle. Isabelle s'agenouilla à côté du fauteuil, se joignant à l'étreinte. C'était l'image de la victoire. La médecine avait fait sa part, mais l'amour avait soutenu le patient. Une fois l'émotion initiale calmée et le docteur Arriaga ayant confirmé que la récupération visuelle serait progressive et nécessiterait beaucoup de thérapie, mais que le pronostic était excellent, Alexandre se leva, s'essuya les larmes et adopta une posture d'autorité. Mais cette fois, c'était une autorité bienveillante. Il fit signe au personnel de service de s'approcher. Cuisinière, jardinier, chauffeur et les 2 nouvelles bonnes qui avaient remplacé celles qui étaient les espionnes d'Éléonore. Tous formèrent un demi-cercle. « Je veux faire une annonce », dit Alexandre d'une voix claire et puissante. « Et je veux qu'elle soit absolument claire pour tous les employés présents et futurs de cette maison. » Alexandre marcha vers Isabelle et lui prit la main, l'obligeant à se tenir debout à ses côtés, au centre du salon, non pas derrière. Non pas sur le côté, mais au centre. « Isabelle ne travaille plus pour moi », déclara Alexandre. Un murmure de confusion parcourut le personnel. Isabelle regarda Alexandre avec panique. Allait-il la renvoyer maintenant que la petite allait bien ? « Monsieur », commença à dire Isabelle. « Isabelle ne travaille plus pour moi », répéta Alexandre en souriant. « Isabelle travaille avec moi. À partir d'aujourd'hui, Isabelle est la gouvernante de la maison et la tutrice légale désignée de Léa en cas de mon absence. Elle a autorité absolue sur le fonctionnement de ce foyer. Si elle dit qu'il fait jour, il fait jour, même s'il est minuit. Compris ? Le personnel acquiesça vigoureusement. Le message était clair. Manquer de respect à Isabelle, c'était manquer de respect au propriétaire. Alexandre se tourna vers Isabelle et sortit une enveloppe de sa poche. Ce n'était pas une enveloppe de licenciement. C'étaient des papiers légaux. « J'ai créé une fiducie pour Léa », expliqua Alexandre en baissant la voix pour que seule Isabelle et la fillette l'entendent. « Et j'y ai mis une clause. Vous en êtes la co-administratrice. J'ai assuré votre avenir, Isabelle. Non pas comme paiement, mais comme justice. Vous n'aurez plus jamais à vous soucier de l'argent, ni vous ni votre famille au village. Vous avez gagné votre place à cette table, non par le sang, mais par la loyauté. » Isabelle regarda les papiers puis Alexandre. Elle ne savait que dire. Toute sa vie, elle avait servi, baissé la tête, était invisible. Et maintenant cet homme lui donnait une place d'honneur. « Je veux juste prendre soin de la petite, monsieur, » dit-elle humblement. « Et c'est ce que vous ferez. Mais vous le ferez en tant que maîtresse de maison, pas en tant que gouvernante, » dit Alexandre. Puis, avec une lueur malicieuse dans les yeux, il ajouta « Et s'il vous plaît, brûlez ces vieux vêtements. Demain, nous irons faire les magasins, tous les 3. Léa a besoin de nouvelles lunettes. Et vous avez besoin de robes à la hauteur de votre âme. » Léa, qui écoutait tout avec un sourire radieux, tâtonna jusqu'à trouver la main de son père et la main d'Isabelle. Elle les unit dans ses genoux. « Maintenant, nous sommes une équipe », décréta la fillette. Alexandre regarda ses mains unies. La main d'un magnat, la main d'une enfant aveugle qui commençait à voir la lumière, et la main d'une femme paysanne qui leur avait appris à voir la vérité. « Oui, mon amour », dit Alexandre ressentant une paix qu'aucune fusion d'entreprise ne lui avait jamais donnée. « Nous sommes la meilleure équipe du monde. » La promesse du titre s'était accomplie. Non seulement le père avait sauvé la fille de la belle-mère maléfique, mais la gouvernante avait sauvé le magnat de sa propre cécité. La maison, auparavant froide et silencieuse, était maintenant remplie de lumière. Non seulement celle qui entrait par les fenêtres, mais celle qui irradiait ses habitants. La résolution finale et épilogue, sous-partie 1. La chute du masque. 3 mois après l'opération, le scénario changea radicalement. Nous n'étions plus dans la chaleur du foyer Moreau, mais à l'entrée froide et exclusive du cercle des élites des hauts plateaux, l'épicentre de la haute société de la ville. Un lieu où l'apparence est tout, et où Éléonore régnait autrefois comme une reine des abeilles. Éléonore arriva en taxi. Sa voiture de sport avait été saisie des semaines auparavant. Elle portait une robe de marque, mais d'une saison passée. Et si l'on regardait de près, on remarquait l'usure de l'ourlet. Sa posture, cependant, restait hautaine. Elle tentait de projeter l'image que tout allait bien, que la rupture avec Alexandre n'était qu'un temps et qu'elle restait intouchable. Elle marcha vers la réception le menton haut, ignorant les murmures des dames qui prenaient le thé sur la terrasse. « Bonjour Raymond », dit Éléonore au réceptionniste essayant de passer sans s'arrêter vers le salon principal. « Je vais à ma table habituelle. » Le réceptionniste, un homme âgé qui l'avait toujours salué avec une révérence, cette fois ne bougea pas. Il s'interposa sur son chemin avec une expression de malaise professionnel. « Désolé, mademoiselle Éléonore, vous ne pouvez pas passer. »
Éléonore s'arrêta net avec un sourire figé qui n'atteignait pas ses yeux. « Pardon, je crois que je ne vous ai pas bien entendu. Je suis membre honoraire. Mon fiancé, Monsieur Moreau, est le propriétaire de la plus grande action corporative de ce club. Monsieur Moreau n'est plus votre fiancé. » Une voix grave retentit derrière elle. Éléonore se retourna. Alexandre était là, mais il n'était pas vêtu de vêtements de tennis ou de tenue décontractée de club. Il portait un costume impeccable, sombre, de coupe sévère. Il n'était pas là pour socialiser, il était là pour exécuter une sentence. À ses côtés, à la surprise de toutes les personnes présentes, il n'y avait ni une nouvelle mannequin ni une héritière. Il y avait l'avocat principal de sa firme avec une mallette en cuir épais. « Alexandre ?» Éléonore tenta d'adoucir son visage, cherchant cette vulnérabilité qu'elle manipulait habituellement. « Mon amour, que je suis contente de vous voir. Tout cela a été un horrible malentendu. Je vous ai appelé, mais je crois que votre secrétaire a mal mon numéro. » Alexandre la regarda avec une indifférence qui faisait plus mal que la haine. « Ma secrétaire a des ordres stricts de bloquer tout contact avec vous, et Raymond a des ordres de révoquer votre accès. L'action du club était à mon nom, Éléonore, et comme vous n'êtes plus la future Madame Moreau, vous n'avez plus accès. » Éléonore regarda autour d'elle. Les dames du thé avaient cessé de faire semblant et regardaient maintenant ouvertement, murmurant entre elles. L'humiliation publique, sa plus grande peur, se matérialisait. « Vous ne pouvez pas me faire ça », siffla Éléonore en baissant la voix en s'approchant de lui. « Vous allez me détruire socialement. Vous savez ce qu'ils diront ? Ils diront la vérité, répondit Alexandre avec calme. Ils diront que vous avez tenté d'abuser d'une enfant handicapée et que vous avez été expulsé pour cela. C'est un mensonge. Vous n'avez pas de preuves, cria-t-elle perdant son calme. Alexandre fit un geste à son avocat. L'homme ouvrit la mallette et en sortit une épaisse enveloppe scellée du logo du tribunal. Preuve ? Alexandre prit l'enveloppe et la lui tendit. Voici la notification de la plainte. Elle inclut le témoignage médical du docteur Arriaga sur les blessures chroniques de Léa, le témoignage sous serment de 3 employés que vous avez renvoyés injustement et qui sont maintenant revenus travailler pour moi, et, oh oui, le rapport de vos dépenses. Il s'avère que l'argent pour la charité que je vous donnais allait à vos comptes personnels à l'étranger. Cela s'appelle une fraude, Éléonore, et c'est la prison. » Éléonore pâlit. Ses mains tremblèrent en tentant de saisir l'enveloppe, mais celle-ci lui glissa et tomba au sol, aux pieds d'Alexandre. « Alexandre, s'il vous plaît, » supplia-t-elle en tombant à genoux, non par repentir mais par désespoir. « Je n'ai rien, mes cartes sont annulées, on va me prendre l'appartement. Si vous me poursuivez, vous me coulez. Ayez pitié, nous étions un couple. » Alexandre la regarda de haut. Il se rappela le moment où il s'était agenouillé devant Isabelle et Léa. Cela avait été un acte d'amour et d'humilité. Cela, voir Éléonore agenouillée pour de l'argent, était un acte de pathétique. « La pitié, » dit Alexandre froidement. « Je vous la donne en ne vous mettant pas en cellule aujourd'hui même. Vous avez 24 heures pour quitter la ville. Si je vous revois près de ma fille, d'Isabelle ou de ma maison, la plainte pour fraude se transformera en une plainte pénale pour tentative de coups et blessures graves sur mineurs. Et croyez-moi, j'ai les ressources pour m'assurer que vous passiez le reste de votre jeunesse derrière les barreaux. » Alexandre se retourna, lui tournant définitivement le dos. « Alexandre, vous ne pouvez pas me laisser comme ça !» cria Éléonore, pleurant des larmes de rage. Alexandre s'arrêta une seconde et tourna la tête. « Vous avez raison, je ne devrais pas vous laisser comme ça. Je devrais vous remercier. » Éléonore leva les yeux confus et pleines d'espoir. « Grâce à votre cruauté, » dit Alexandre. « J'ai appris à apprécier la bonté. Grâce à votre avidité, j'ai découvert qui était la véritable reine de ma maison. Au revoir, Éléonore. Que vous trouviez une âme, car la beauté vous quitte déjà. » Alexandre quitta le club d'un pas ferme. Derrière lui, Éléonore resta seule au sol, entourée de murmures et de regards de mépris, tenant une enveloppe légale qui était la pierre tombale de sa vie superficielle. La justice divine était arrivée, non pas avec la foudre, mais avec la signature d'un père qui n'avait plus peur. Sous-partie 2. Le jardin de la vérité. La scène changea pour le jardin du manoir. Le même endroit où la partie avait commencé était maintenant méconnaissable. Là où il y avait auparavant une pelouse millimétrée et des statues froides qu'on ne pouvait pas toucher, il y avait maintenant de la vie. Il y avait une balançoire accrochée à la branche du chêne centenaire. Il y avait des jouets dispersés, et surtout, il y avait des fleurs, non pas des fleurs de concours, mais des fleurs sauvages, colorées et désordonnées. Léa était assise sur l'herbe. Elle ne portait plus de lunettes noires, mais des lunettes de vue à monture rose vif.
Sa vision n'était pas parfaite. Elle voyait toujours le monde un peu flou, comme une peinture impressionniste, mais elle voyait les couleurs et c'était suffisant. Isabelle était à ses côtés, les mains pleines de terre, lui apprenant à transplanter des pétunias. « Cince la racine, ma petite », disait Isabelle guidant les mains de Léa. « Tu dois la traiter avec tendresse pour qu'elle prenne dans la nouvelle terre. Si tu la serres trop fort, elle a peur et ne grandit pas, tout comme les gens. » Alexandre observait la scène depuis la terrasse avec une tasse de café à la main. Il ne portait plus de costume. Il était vêtu d'un pantalon en lin et d'une chemise retroussée. Il avait l'air plus jeune, plus vivant. Il posa la tasse et marcha vers elle, s'asseyant directement sur la pelouse, sans se soucier des tâches. « Avez-vous besoin d'aide, mes jardinières les plus jolies du monde ?» demanda Alexandre. Léa leva la tête et sourit. Ses yeux, auparavant perdus, cherchaient maintenant et trouvaient le visage de son père. « Papa, Isabelle dit que ces fleurs s'appellent des joies, » dit Léa enthousiaste. « Elle dit que si nous en prenons bien soin, elles ne sont jamais tristes. » « Isabelle en sait beaucoup sur les joies, » répondit Alexandre, en regardant la femme qui avait sauvé sa famille. « Elle a apporté la joie dans cette maison quand il n'y avait que le silence. » Isabelle rougit et s'essuya les mains sur un torchon. « Je fais juste ce qu'il faut faire, monsieur, » dit-elle avec son humilité caractéristique. Alexandre devint sérieux un instant. Il prit l'une des mains sales d'Isabelle et l'une des mains de Léa. « J'ai quelque chose pour vous, » dit Alexandre. Il sortit 2 petites boîtes de sa poche. Ce n'étaient pas des boîtes à bijoux coûteuses. C'étaient des boîtes en bois sculptées à la main. « Pour Léa », dit-il en lui tendant la première. La fillette l'ouvrit maladroitement. À l'intérieur, il y avait un collier avec un pendentif en forme d'œil ouvert fait d'argent simple. « C'est un rappel », expliqua Alexandre. « Pour que tu n'oublies jamais que, même si parfois tu vois flou, ton cœur voit toujours clair, et pour que tu saches que papa veillera toujours à ce que rien de mal ne t'arrive. » Léa se pendit immédiatement le collier, radieuse. « Maintenant vous, Isabelle », dit Alexandre en lui tendant la seconde boîte. Isabelle hésita. « Monsieur, ce n'est pas nécessaire. Vous m'avez déjà donné la fiducie, le poste, les vêtements. »« Ouvrez-la », insista-t-il. Isabelle ouvrit la boîte. À l'intérieur, il n'y avait pas de bijoux. Il y avait une clé. Une vieille clé en fer forgé. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle confuse. « C'est la clé originale de cette maison, » dit Alexandre. « Je l'ai trouvée dans le bureau de mon grand-père. Pendant des années, j'ai eu la copie. Éléonore avait la copie. Les gardes avaient des copies. Mais celle-ci est la clé maîtresse, celle qui ouvre toutes les portes de l'entrée au grenier. » Alexandre serra la main d'Isabelle sur la clé. « Je veux que vous l'ayez, parce qu'une maison n'est pas un foyer par les briques. C'est un foyer par celui qui garde la chaleur à l'intérieur. Vous êtes la propriétaire morale de ce foyer, Isabelle. Sans vous, ce n'est qu'un musée vide. Avec vous, c'est une famille. » Isabelle, la femme qui avait supporté des humiliations, qui avait été accusée de voleuse, regarda la clé dans sa main. Elle pleura, mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de douleur ni d'impuissance. C'étaient des larmes d'appartenance. « Je promets de prendre soin de vous, » dit-elle d'une voix brisée. « Je promets que cette clé n'ouvrira jamais la porte au mal. » Léa se jeta sur eux, les embrassant tous les deux, les salissant de terre, créant un mélange de rire et de larmes sous le soleil du soir. Sous-partie 3, épilogue. 1 an plus tard. L'écran s'estompe au noir, et un texte apparaît. 1 an plus tard. L'image s'ouvre sur un salon de fête rempli de ballons et d'enfants qui courent. C'est le 8e anniversaire de Léa, mais ce n'est pas une fête mondaine et guindée, c'est une vraie fête. Il y a des piñatas, il y a un gâteau au chocolat maison fait par Isabelle, bien sûr, et il y a de la musique joyeuse. Nous voyons Léa courir. Oui, courir. Elle porte ses lunettes roses, mais elle se déplace en toute sécurité. Elle esquive un enfant, attrape un ballon, tombe, mais au lieu de rester au sol terrorisée en attendant de l'aide, elle se lève seule, secoue ses genoux et continue de rire. C'est une enfant libre. À une table latérale, Alexandre sert des rafraîchissements aux parents des amis de Léa. Il a l'air détendu, plaisantant. Un homme s'approche de lui. C'est un ancien partenaire d'affaires. « Alexandre, je vous trouve changé, » dit le partenaire. « Vous vous êtes beaucoup éloigné du cercle des affaires. On dit que vous avez refusé la fusion avec les Japonais pour partir en vacances à Disney avec votre fille et la gouvernante. N'avez-vous pas peur de perdre votre statut ?» Alexandre sourit. Il regarde là où Léa souffle les bougies du gâteau avec Isabelle à ses côtés, tenant le plateau et chantant plus fort que quiconque. « Statut ?» demande Alexandre comme si le mot était une langue étrangère. « Mon ami, regardez ça. » Il désigne sa fille qui vient de barbouiller de meringue le nez d'Isabelle, provoquant le rire bruyant de la femme.
Avant, j'avais des millions à la banque et je rentrais dans une maison vide où ma fille avait peur de moi. Maintenant, j'ai moins de zéro sur le compte. Mais quand je rentre à la maison, il y a du bruit, il y a du désordre et il y a de l'amour. Je n'ai pas perdu de statut, j'ai gagné la vie. Alexandre laisse l'associé et marche vers le centre de la fête. Léa le voit et court vers lui. « Papa, Isabelle dit que si je casse la piñata, je gagne le gros lot. » Alexandre la soulève dans ses bras et la fait tourner. « Tu as déjà le gros lot, princesse. Et moi aussi. » Isabelle s'approche d'eux, le visage illuminé par le bonheur. Alexandre la regarde. Il n'y a pas de romance forcée. Ce n'est pas nécessaire. Il y a quelque chose de plus profond. Il y a un respect absolu, une camaraderie sacrée. Ce sont des coparents, des compagnons de bataille. « Prête pour la photo ?» demande Alexandre. Isabelle acquiesce et se place à ses côtés. Le photographe de la fête crie « Dites, famille, famille !» crient les trois à l'unisson. Le flash de l'appareil photo se déclenche, figeant l'instant. L'image se transforme en une photographie en noir et blanc sur la cheminée. La caméra s'éloigne lentement de la photo. Nous voyons le salon en silence, mais c'est un silence chaleureux. Il y a des jouets sur le sol. Il y a un pull d'Alexandre sur le canapé à côté d'un châle d'Isabelle. La maison respire. Voix off d'Alexandre. Pensée finale. Je croyais qu'être aveugle, c'était ne pas voir la lumière, mais je me trompais. Être aveugle, c'est voir les gens et ne pas reconnaître leur valeur. Ma fille a retrouvé la vue, mais c'est moi qui ai vraiment appris à voir. Et ce que je vois maintenant est parfait.